à toutes et à tous, ou à tous, comme vous voulez. On est parti pour 2 heures ensemble dans Déo et Débat, une émission de débat, un live Twitch proposé par La Bonne Idée et Radio France, d'après l'atelier pédagogique que j'ai créé moi-même. J'apprends à débattre. Je le fais plutôt avec des élèves, mais ça m'arrive de le faire avec des missions locales. Donc je suis ravie là, d'être avec des jeunes qui ont plein de choses à dire. Je me présente rapidement, Louise Touré, je suis productrice à France Culture. Et j'espère qu'on ne va pas s'ennuyer avec vous pendant ces 2 heures, mais je ne pense pas parce que je sais un peu ce que vous allez dire et c'est très, très intéressant. Donc le principe est simple. On va avoir 3 débats qui ont été bien préparés pour écouter donc, des jeunes, des missions locales, argumenter et se contredire, j'espère. Bien sûr. Puis, voilà. On y viendra. On est là pour ça. Évidemment, les gens qui nous regardent peuvent poser leurs questions en direct. On les transmettra, on se les donnera, on en rediscutera. Ça permettra de relancer un petit peu les contradictions, justement. Alors, on a 3 débats aujourd'hui. Le dernier, ce sera sur l'IA. Est-ce que c'est un progrès ou pas? Est-ce que c'est un grand pas pour l'humanité? Le deuxième, j'aime bien aller dans le sens inverse. Ce sera sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est un débat qui est très présent dans ce qu'on organise ici dans le cadre des ateliers pédagogiques. Là, on l'a formulé en termes de menaces ou de moteurs pour nos capacités intellectuelles et j'aime bien cette idée aussi. Et puis, on commence avec les loisirs. On commence donc avec Lucas Crépon de la mission locale de Salon de Provence. C'est bien ça. Voilà, dans les Bouches-du-Rhône. Et Cheyenne Bertin, salut Cheyenne. Salut. De la mission locale de Paris. C'est ça. Donc dans le département de Paris. Et donc ma première question déjà, c'est pourquoi vous avez choisi ce sujet des loisirs? Pourquoi vous avez choisi de formuler ça de la manière suivante? Est-ce que les loisirs sont suffisamment accessibles pour les jeunes de 16 à 25 ans? Qu'est-ce qui vous a mis d'accord sur le fait de vous contredire sur ce point? Qui veut commencer? Cheyenne, tu commences? Ok. Déjà, c'est un sujet qui concerne nous, les jeunes des missions locales, donc les 16-25 ans. Et c'est un sujet où il y a quand même beaucoup de... Enfin, dans ce débat, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions aussi, parce qu'on parle de l'accessibilité, on va en parler dans le débat, mais de l'accessibilité au niveau du handicap, ça peut être aussi au niveau des prix. Je trouve qu'il y a plein de choses qui nous différencient, même déjà entre jeunes. On est tous différents. Donc, je trouvais ça pas mal comme sujet. Et ça regroupe un sujet dont on parle aussi souvent, par exemple sur Culture, mais je pense dans tous les médias, c'est est-ce qu'on parle de la jeunesse ou des jeunes qui sont assez différents les uns des autres? Même question, Lucas Crépon. C'est bien ça. Est-ce que c'est un choix qui t'a semblé évident de parler à propos des loisirs d'accessibilité? Il est intéressant d'ailleurs ce mot parce qu'il est très, très riche. On va parler du handicap là. C'est pas vraiment du coup un terme qui nous a vraiment sauté aux yeux directement. C'est plus la question des loisirs qu'on a abordé de base et on a un petit peu essayé de co-construire autour avec Cheyenne en argumentant, etc. Et en voyant ce qu'on souhaitait parler de ce sujet, justement en parlant de porte d'accès. L'accessibilité, ça nous paraissait une bonne porte d'entrée. Alors, moi, ce qui me frappe quand on parle de culture, et c'est un sujet que je connais assez bien, c'est que par rapport à d'autres pays, la France, qui a un ministre de la Culture ou une ministre, ça dépend, depuis très, très longtemps, en ce moment c'est Rachida Dati, mène une politique culturelle. Alors, la démocratisation culturelle, ça fonctionne peut-être pas autant qu'on voudrait, mais nous, c'est aussi un peu ce qu'on fait à la maison de la radio. Avec quand même une volonté politique et puis aussi l'argent qui est injecté pour rendre la culture plus accessible. Est-ce que ça facilite vraiment l'accès? Eh bien, écoutez, je vais pouvoir démarrer justement du coup en parlant un petit peu de toutes ces aides de l'État et ce qui permettent aux jeunes d'avoir accès à la culture. Je souhaiterais commencer déjà du coup par dire que comme vous le disiez, la culture c'est vraiment un sujet qui est à toutes les bouches depuis maintenant quelques années. On parle soit de prix exorbitants, on dit justement que les jeunes ils se désintéressent un petit peu de la culture et donc l'État ils essaient d'injecter de l'argent ou justement de mettre des choses en place histoire de redonner envie à ces jeunes. Les musées c'est gratuit. Effectivement, du coup. Alors ça, je laisserai du coup Cheyenne un petit peu en parler parce que pour moi justement du coup on met de plus en plus de choses en place pour donner accès à la culture justement du coup pour les jeunes. Je pense en premier point, vraiment, moi, c'est le pass culture qui me vient en tête, qui est justement une aide de l'État qui est mise en place pour aider les jeunes. Moi, j'ai eu la chance du coup d'aller voir un concert le concert de PNL aux arènes de Nîmes. J'ai également pu acheter un lecteur de vinyle. Donc voilà, c'est vraiment du coup plein d'aides de l'État qui me permettent d'avoir accès à la culture. Exactement. Ouais, bien sûr. Pour XY.
un pas vers les jeunes. J'ai des amis à moi voilà, qui ont pu acheter des mangas ou autres, donc c'était vraiment du coup un pass qui a permis à chacun de un petit peu s'y retrouver dans ce qu'il souhaitait en faire. Culture a pas mal servi à acheter des mangas. Ouais, bien sûr. Les mangas, évidemment, ça fait partie de la culture des jeunes aujourd'hui. Du coup, Cheyenne, ça va quand même, on progresse sur l'accès. C'est vrai. Il y a la culture et les loisirs, hein. On parle des deux en même temps. C'est vrai qu'on a beaucoup d'aides. Après, on rappelle, le pass culture, c'est à 18 ans. La jeunesse ne s'arrête pas à 18 ans. Je sais qu'ils ont un peu eu de flexibilité dessus, mais j'ai pas trop d'infos. Mais ce que je sais, c'est qu'on a du choix, mais peut-être pas assez, je trouve. Par exemple, on parlait des musées gratuits. J'aime pas forcément aller au musée. Eh bien, c'est bien dommage, mais je l'entends. C'est pas une aide qui va m'être utile. On parlait de concerts, donc tu as eu la chance d'aller voir PNL, mais je sais qu'avec le pass culture, les concerts ne sont pas forcément avec des artistes très axés sur les jeunes, je trouve. Donc tu parlais de PNL, je vais prendre un exemple récent, Joule au Stade de France. La place en faux, ça coûte 55 €. Et si on veut être bien installé, avoir carré or, ça coûte 99 €. Et là encore, on parle d'un artiste français. Mais si je vais à l'international, on prend Beyoncé, c'est jusqu'à 200 € pour aller voir son artiste préféré. Je trouve que c'est un peu du luxe. Alors, on va quand même préciser notre pensée. Est-ce que c'est à l'État d'aider les jeunes ou peut-être les avoir gens, une aide sur les concerts. Mais est-ce qu'on ne devrait pas réglementer plutôt le prix des places de concert, parce que c'est extrêmement cher. Ça ferait profiter tout le monde et ce serait mieux. Effectivement. Après, là, vu que je parle un peu, parce que pour moi, c'est un peu du luxe, de payer une place de concert. En parlant de luxe, il y a les parcs d'attractions. Aujourd'hui, les parcs d'attractions sont très chers. J'en prends 2. Parc Astérix, qui est le moins cher des deux, parce qu'on sait de qui je vais parler après. On est sur 62 € la place. Ça a quand même vachement augmenté. Je m'en rappelle, quand j'étais plus jeune, on était à moins de 50 €. Là, c'est extrêmement cher. Et Disneyland Paris, un billet pour 2 parcs, ça coûte aujourd'hui 130 €. C'est hors de prix. Et depuis quelques jours, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps. Disneyland Paris a mis en place des places exclusives pour la parade de Noël qui coûtent 21 € en plus de ma place. Donc si je veux rêver, comme ils le disent, je dois payer 21 €. Donc pour les jeunes, c'est pas possible. Voilà. D'accord. Mais là, on est plus dans les loisirs que, c'est peut-être une forme de culture populaire, quoi qu'avec le prix, on s'interroge. Mais après tout, ce sont des entreprises privées qui sont là pour dégager du profit. Donc, c'est vrai, mais on n'a pas de tarifs avantageux, comme par exemple Lucas qui parlait des musées. On aurait pu avoir à Disney ou Astérix des places peut-être pour les étudiants, des places moins chères juste pour les jeunes qui ont moins de 26 ans. On n'a pas tout ça. Le cinéma, c'est pareil, on a quand même des tarifs réduits. On a 17,20 € pour les moins de 26, 17,20 € normal, et moins de 26 ans, 12,10 €. Mais si je vais au cinéma, je me restreins à acheter qu'une place. Si je veux des pop-corn et des boissons, il faut que j'achète aussi. Tout devient très cher. Si je vais au cinéma, j'ai envie de manger des pop-corn et on pourrait avoir un tout pareil. Je pense qu'on peut avoir des réductions sur pas mal d'autres choses. Je trouve que c'est quand même assez restreint. On parlait des aides aussi pour le sport. On nous aide effectivement pour notre licence, mais derrière, après, on n'a plus d'aide pour le matériel. Pour certains sports, on doit aller voir des spécialistes, des médecins, qui c'est pas forcément remboursé quand on doit faire des certificats. Là, j'ai pris l'exemple de l'équitation parce que c'est un sport quand même qui est très cher, mais on est sur 900 et 1500 € pour 2 heures dans la semaine. Si on nous les paye, c'est pas mal, mais tout ce qu'on doit acheter à côté, ça coûte très cher. Il y a les casques, les bottes, les gants, les protections. Et si je prends tout au plus bas, on est quand même sur 200 €. Là, il n'y a personne pour nous aider. On ne peut pas faire un sport à moitié. Oui. Plus onéreux, et d'ailleurs, c'est pas mal qu'on ait cette question sociale et géographique, Lucas. En vrai, suivant où on est, l'accès, déjà, il est très différent. Hormis toutes ces histoires de prix, alors on sait bien que c'est pas forcément l'État qui va aider pour tout, mais ça pose quand même des questions sur le public visé et le renchérissement de plein de consommation de loisirs. Bref, Paris, Salon de Provence, déjà, ça doit être assez différent. C'est assez différent, c'est sûr. Moi, justement, pour revenir un petit peu du coup, à cette question de populaire ou autre, moi, combien de fois est-ce que je me suis retrouvé avec des potes à moi à juste prendre un ballon de foot ou un ballon de basket, par exemple, aller dans le quartier d'à côté et puis jouer justement du coup avec des jeunes qu'on rencontrait là-bas. Donc, c'est vraiment, comme on le disait, la culture et les loisirs, ça peut être un vecteur social. Moi,
mes premiers copains, je me les ai un petit peu fait comme ça, avec des centres d'intérêt justement sur lesquels on se retrouvait, notamment ici le sport pour en parler. Mais après, on grandit, on vient assez rapidement justement du coup à parler ensemble, et puis un petit peu qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. Donc il y en a qui aiment bouquiner, il y en a d'autres, c'est pas qui aiment dessiner, il y en a qui aiment rapper. Et justement, du coup, en parlant de rap, du coup, j'aimerais passer une petite dédicace du coup à plein de potes à moi justement qui allaient dans les MJC, donc les maisons justement du coup de jeunes de la culture, qui sont assez souvent implantées dans les QPV. Et bon, voilà, donc ils allaient faire les quartiers prioritaires de la ville, effectivement, voilà. Et qui venaient faire leur petit couplet qui était... Mais c'est vrai que c'est sympa, si on parle de loisirs et de culture, de parler aussi de la culture qu'on produit. En même temps, tu dis des amis garçons, tu as parlé de foot, de basket. Donc moi, j'entends un petit biais sur cette proximité. On a parlé de géographie, peut-être on peut aussi parler de genre. Enfin, je ne sais pas si tu veux me suivre sur ce terrain, Cheyenne. Oui, je parlerais plutôt, moi, de pression un peu sociale. J'ai l'impression que si on habite dans un quartier, donc forcément, oui, on se fait des amis, oui, on est équipé, mais j'ai l'impression qu'on est très restreint, que tout de suite on habite dans un quartier, on peut jouer que au foot ou au basket, alors qu'en fait il y a peut-être des jeunes qui ont envie, je sais pas, d'aller au théâtre ou de faire de la danse, et c'est compliqué parce que la pression sociale dans les quartiers elle est quand même là. Donc si on va dire à ses potes qu'on a connus par exemple au foot, tiens, j'ai envie d'aller au théâtre demain, ça va pas le faire, et souvent ça peut empêcher les jeunes d'aller faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et si on parle aussi un peu de localisation, quand on habite dans une petite ville, toutes ces choses-là que tu dis, donc les terrains de foot, etc., il n'y en a pas forcément aussi quand on habite dans une ville, donc il faut toujours prendre les transports pour aller dans la ville la plus proche, et les transports ça a un coût aussi, donc au final ça freine un peu, je trouve, l'accessibilité aux loisirs, en tout cas quand on parle de quartier, mais même dans une petite ville ou dès qu'on est à la campagne aussi, ça peut être très vite du luxe d'aller dans des quartiers juste pour le prix du transport aussi. C'est intéressant parce qu'on est à front renversé. Toi tu vis à Paris, donc c'est quand même la ville par excellence où on peut compter sur les transports en commun, où on peut se déplacer très rapidement d'un quartier plus populaire à quelque chose de très patrimonial, avec des grands musées, des choses comme ça. Donc ça pourrait sembler plus facile, et pourtant pas forcément. Pas forcément, ça dépend. Je pense aussi à la banlieue parisienne. Il y a des villes des fois un peu plus excentrées où c'est plus compliqué. Par exemple, si on veut faire un sport, il n'y a peut-être pas ce sport-là dans notre ville. Je pense plutôt à ça en fait. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, Lucas, sur ces problèmes de transport, de se déplacer, de faire la démarche aussi, quand certains ont tout en bas de chez eux, pour d'autres, c'est un long chemin? C'est vrai, moi du coup, j'avoue que j'habite pas à Paris, donc les accès au transport en commun tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué, mais écoutez, on prend une paire de baskets, on fait un petit bout de chemin ensemble, au moins du coup juste au quartier d'à côté, et puis ça nous permet d'échanger un petit peu sur la culture ou autre. Mais est-ce que l'accès, c'est rendre les choses accessibles à ceux qui veulent déjà le faire, ou inciter des jeunes qui n'ont pas forcément l'idée, mais qui pourraient trouver du plaisir à des pratiques de loisirs ou des pratiques culturelles, à se rendre dans des endroits qu'ils ne connaissent pas naturellement? À mes yeux, justement, du coup, je dirais que l'accessibilité, c'est plus sur le deuxième point. Justement, du coup, et c'est plus de donner envie aux jeunes d'aller découvrir. Et effectivement, du coup, il faut faire un petit peu preuve de curiosité. Mais je dirais que l'accessibilité à la culture, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est plus justement, du coup, de se rendre compte et d'avoir envie de découvrir les choses. Est-ce que tu as l'impression d'être bien informé sur ce qu'il est possible de faire, à part prendre un ballon et aller jouer au foot, évidemment, dans le quartier d'à côté, à la plage ou que sais-je? Est-ce que tu es bien informé aujourd'hui? Est-ce que tu l'as été auparavant, quand tu étais ado, par exemple? Plus je grandis et plus justement, du coup, je découvre des choses. J'avoue que quand j'étais jeune, du coup, je m'y intéressais pas forcément, et j'avais tendance à être un petit peu, du coup, un côté égocentré, où vraiment c'était un petit peu moi, comment est-ce que j'allais avoir accès à la culture. Et plus je grandis, plus je m'ouvre aux autres, et plus je me demande justement comment est-ce que le copain d'à côté ou autre, il aurait fait justement pour avoir accès à ces points-là. Et il y a un point du coup naturel, et une chose que je souhaiterais dire déjà, du coup, c'est une première pensée pour les personnes des fois en situation de handicap. C'est bien qu'on en parle, ouais. Qui pourraient avoir justement des fois des difficultés à se rendre sur des lieux comme des espaces, justement les transports en commun ou autres, qui sont des fois pas très très bien desservis, ou qui sont juste mal aménagés justement du coup pour ces personnes-là. Je peux te dire aussi que pour moi la culture, du coup, au-delà d'être un droit, du coup ça devrait être un devoir. Vraiment, du coup tout le monde devrait avoir le droit et l'obligation d'avoir
accès à cette culture. Et il y a un point justement du coup qui me vient à l'esprit en parlant un petit peu de l'actualité, c'est les JO, les Jeux Olympiques justement du coup qui ont été présentés à Paris. Donc ça a été honnêtement une belle victoire, je pense, du coup, pour la culture française, justement, un petit peu, du coup, et les loisirs. On a tendance, des fois, du coup, à regarder... Une belle image. Une belle image. On a tendance, des fois, du coup, un petit peu à regarder les Jeux Olympiques. Et dès qu'on arrive aux Jeux Paralympiques, justement, il n'y a plus du tout de communication, où les gens, du coup, regardent moins. Et justement, j'ai l'impression que sur ces Jeux Olympiques, sur ces Jeux, justement, Paralympiques 2024, il y a eu, encore une fois, une très belle image. Et c'est vraiment des Jeux, du coup, qui ont été suivis par énormément de personnes à la suite. Cheyenne, pour rebondir sur cette question du handicap qui est ultra importante, alors pas que pour les jeunes, mais tout de même avec cet accès aux loisirs qui peut être limité, à la culture aussi, pour tout un tas de raisons. Est-ce qu'on progresse? Est-ce que les Jeux paralympiques, à ton avis, ça a pu permettre de progresser? Moyen. Je suis peut-être d'accord avec le sujet de l'image, parce que c'est vrai que vu que c'était à Paris, on s'est un peu plus... on a un plus grand regard dessus. Moi-même, j'ai regardé les Jeux paralympiques, alors que quand c'est à l'étranger, je regarde pas forcément. Mais maintenant que les Jeux paralympiques sont finis, il n'y a pas vraiment d'héritage, je trouve. Il y a un héritage immobilier, mais ça concerne les stades, les infrastructures qui ont été construites et pas forcément des infrastructures pour les personnes en situation de handicap. Les familles qui ont des enfants en situation de handicap, ils ont du mal aussi à trouver des places ou trouver des loisirs qui sont accessibles pour leurs enfants. J'ai trouvé une étude selon la mission nationale accueil de loisirs et handicap qui dit que 63% des familles qui veulent inscrire leurs enfants dans des centres obtiennent seulement que 22% de places. Donc c'est très peu. On sait aussi que les installations sportives en France, il y en a énormément et elles sont presque jamais rénovées. Donc ça reste des années sans rénovation. Et là, on pourrait justement les adapter aux personnes en situation de handicap. Et enfin, les transports, il y a un problème des fois de formation des chauffeurs, des conducteurs. Je pense aux bus avec les personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent pas forcément monter parce que je sais pas, le chauffeur de bus vient de débuter, il n'a pas été formé là-dessus, c'est pas une priorité. Et les ascenseurs aussi, le métro, c'est tout le temps en panne. Tous les quais, tous les arrêts ne sont pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc je trouve que pour l'instant, en tout cas à moyen terme, ça n'a pas évolué. Donc on revient sur la question du transport qui est hyper importante. On peut voir sur Internet assez facilement la carte du métro pour, par exemple, les gens en mobilité réduite qui ont besoin de prendre l'ascenseur. C'est vraiment une toute petite carte de métro. Il y a vraiment très peu de stations. Le RER est plus équipé que le métro. Mais ça reste une galère. J'avais une question quand même, puisque vous êtes jeune et pas moi. Peut-être que vous vous souvenez mieux de vos 16 ans. On change quand même entre 16 et 25 ans. Il y a pas mal de choses qui changent dans les envies, l'accès à la culture. Ce qu'on sait, tu as commencé à en parler, Lucas. Est-ce que dans la préparation du débat, vous êtes posé la question, c'est une tranche d'âge assez étendue, entre quand on est encore au lycée et puis quand on commence à travailler? Ouais, on s'est posé la question et ça nous a fait revenir sur les études en particulier, parce que quand on a 16 ans, on est au lycée, en première, voilà, normalement souvent. En première, quand on dépasse les 18 ans, on peut facilement rentrer dans la vie active très vite. Donc on n'est plus à l'école, et je pense que ça joue aussi dans les loisirs, parce que l'école, c'est un peu aussi un tremplin pour certains loisirs ou certains sports. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, je suis entièrement d'accord sur le fait. C'est vrai qu'on a décidé justement d'aborder la jeunesse un petit peu au sens large. On avait commencé justement à dire que les jeunes, ils sont très différents. C'est vrai qu'entre un jeune de 16 ans et un jeune de 25 ans, il n'y a plus du tout les mêmes envies, il n'y a plus du tout la même vie. Je me rappelle qu'à 16 ans, effectivement, je regardais encore un petit peu mes fonds de poche du coup, pour pouvoir payer un café au lycée. Du coup, maintenant, ça va, du coup, je suis encore dans les études, effectivement. Donc, c'est quand même toujours des questions qui me parlent, mais on a quand même un petit peu avancé. Et justement, pour revenir accès aux loisirs des jeunes, etc., il y a quand même des cartes étudiantes ou des applications étudiantes aujourd'hui qui sont mises en place pour avoir accès à la culture. On parlait tout à l'heure du cinéma qui, effectivement, du coup, est avec des prix quand même qui sont parfois trop chers du coup pour les jeunes, mais justement grâce à ces cartes, les jeunes peuvent avoir accès au cinéma. Donc on parlait du cinéma, mais je pense aussi des licences sportives parfois. On peut faire du sport justement du coup avec son école, donc ça permet de s'aiguiller là-dessus. Il y a également des visites culturelles en tant qu'étudiant, du coup, donc tant qu'on reste un petit peu justement dans cette tranche
d'âge, ça permet d'aller visiter des musées. Alors je vous avoue que je ne me rappelle pas beaucoup de musées que j'ai fait avec mon école, mais je suppose que c'était très très bien. Pourtant, c'est chouette de faire des sorties. Je me rappelle que c'était des journées du coup sur lesquelles j'étais pas assis sur la chaise de l'école, donc ça aurait pu me marquer, mais j'ai pas de souvenir comme ça de musées que j'ai fait. Mais je me souviens quand même qu'on a fait pas mal de visites de lieux culturels ou autres avec ma classe. Ouais, pour le coup, l'accessibilité des 16-25 ans, comme on le disait, c'est très large. Et je trouve que ce statut étudiant, ça peut être un frein et qu'il n'est pas assez ouvert. Au lieu de, par exemple, pour les places de cinéma, on parlait d'âge et pas de statut étudiant. Donc, je trouve ça plus avantageux tout d'un coup. Mais c'est vrai qu'un statut étudiant, bon, tu me parles, je sais qu'il y a des applis étudiantes aussi pour avoir des places moins chères. Bah, moi qui suis dans la vie active aujourd'hui, ça me sert à rien, tout ça. Donc en vrai, le statut étudiant... Donc il vaut mieux des limites d'âge comme pour les musées nationaux et pas de carte étudiante. C'est plus... Oui, c'est plus dans ce sens-là. Enfin, je ne suis pas contre la carte étudiante. C'est très bien pour ceux qui sont en études et j'en ai bien profité aussi. Mais c'est plus dans le sens... après les études, bah voilà, c'est quoi, on n'a plus d'aide, on nous aide plus pour rien, on peut plus rien faire. Enfin, je trouve ça dommage alors que c'est pas parce qu'on est dans la vie active que ça y est, on est riche ou voilà quoi. Bon, moi j'attends vraiment les questions sur le chat. Il y a un autre sujet que vous avez souhaité aborder et je pense que c'est vraiment une part importante de la vie des jeunes qui peuvent le faire parce que c'est pas complètement démocratisé. C'est les voyages. Alors ça peut être voyager près, ça peut être voyager loin. Moi je mets pas de limite. C'est super cool de faire un voyage dans une autre région de France. En plus on a un pays où on a quand même des endroits très différents les uns des autres, montagne, mer, campagne, ville, etc. Et aussi voyager en Europe ou encore plus loin, ça pour vous, c'est... Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait pleinement partie de ce qu'on appelle les loisirs. Totalement, alors, voilà, comment ça se partage, comment ça se démocratise? Là, du coup, plus je grandis et plus justement, du coup, j'ai un petit peu envie de sortir de là où j'ai grandi et de là où j'habite. Donc j'ai envie un petit peu de partir à la découverte du monde, au moins déjà du coup à la découverte de l'Europe pour commencer. Il y a plein de pays justement, je pense qu'on sous-cote un petit peu, du coup c'est un petit peu un terme à la mode, surcoté, sous-coté, mais il y a plein de pays d'Europe justement qu'on sous-cote et on n'irait pas là-bas si on n'avait pas vu des vidéos ou des photos. Et donc justement il y a des choses qui sont mises en place quand même pour pouvoir voyager en Europe. Je pense notamment au Pass Interrail aujourd'hui, qui est mise en place par la SNCF, donc qui permet. C'est un vieux truc parce que je l'ai fait. Ah ouais. Ah bah ouais. Donc... J'aurais pas dit que c'était vieux comme ça, mais oui, désolé. Mais il existait du coup le Pass Interrail. Les années 90. Ok. Ouais. Il existe le Pass Interrail qui permet aujourd'hui d'aller en Allemagne, en Espagne ou autre. Je veux dire, des fois du coup il y a des expositions qui sont vraiment dans des lieux centrés qui nous donnent très envie. Je vais dire n'importe quoi. J'ai un artiste qui va se produire par exemple demain à Berlin. Aujourd'hui, grâce au Pass Interrail, ça peut me permettre justement du coup d'aller à la découverte de cette culture. Si on n'est pas forcément envie de découvrir l'Europe, on peut aussi découvrir la France. Je pense au Passerail du coup qui a été mis en, je sais pas quand est-ce qu'il a été mis en place, peut-être dans les années 90, mais pour sûr en tout cas il a été mis vraiment à la disposition cet été. Il permettait de voyager en TER un petit peu partout en France. Donc ça m'a permis d'aller voir un petit coucou aux copains de Toulon, aux copains de Marseille, etc. à prix réduit. Ah, c'est intéressant d'avoir accès à ce genre de choses. Donc la condition, c'est l'âge, on est d'accord. La condition pour ce coup-ci, c'est l'âge, ouais. Donc ça pourra faire plaisir à Cheyenne et ça lui permettra d'en bénéficier même si elle n'est plus en études. Non, c'est vrai, mais après, il y a une question de coût aussi. Quand on est étudiant, et on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont quand même pas beaucoup de moyens. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont en recherche d'emploi ou en stage, donc ont très peu de moyens également. Cette question d'argent, elle est toujours présente à l'esprit. Toi, pour toi, les voyages, ça fait partie des loisirs. Comment c'est pas assez démocratisé? Pour moi, oui, la France, l'Europe, c'est important de le découvrir. Mais si je veux voyager hors de l'Europe, ça reste tout de suite, ça devient plus compliqué. Et pour moi, c'est encore un frein. On ne peut pas vraiment aller où on veut, que ce soit proche de l'Europe ou pas. J'ai regardé tout à l'heure un billet d'avion pour Casablanca au Maroc sur Transavia. J'étais à 172 € le billet aller-retour. J'ai pas rajouté mes valises. Donc ça aussi, ça va rajouter encore au moins 100 €. Et même si je vais aller plus loin, à Punta Cana en décembre, 787 €. Et là, il n'y a pas d'aide, je pense, pour voyager dans le monde. Ça fait pas un très bon bilan carbone. Non, mais je peux pas partir autre part que dans l'Europe. J'ai l'impression que je le vois plus comme un frein. Et aujourd'hui, si je veux me faire plaisir et que je veux aller autre part, je peux pas. Et sans parler de plaisir, si par exemple je veux faire un voyage humanitaire à l'étranger, moi personnellement, je ne connais pas d'aide qui va me diminuer mon coût du voyage humanitaire. J'ai une amie à moi qui a été en voyage au Congo et ça lui a coûté une blinde.
Ouais, mais est-ce que, alors, voyage humanitaire mis à part, la question que je me pose, c'est la question du désir, parce qu'on a pu avoir l'impression aussi, parce qu'on est très informé avec les réseaux, on voit aussi beaucoup ce que font les uns et les autres, que des grands voyages comme ça sont voilà, courants. Alors qu'en fait, ça coûte quand même super cher, c'est pas très accessible. Et on sait, parce que les études sociologiques le montrent, que de toute façon, se déplacer, c'est très socialement situé. Moins on a de moyens économiques, moins on se déplace. Parfois, on sort même pas de sa région, en fait, jusqu'à un âge assez tardif dans sa vie. Alors, on peut en être sorti, mais on va beaucoup moins même aller, je sais pas, faire du ski alors qu'on est à 50 km de la montagne, aller à la mer alors qu'on est à 30 km d'une côte, etc. Donc, on a comme ça beaucoup de désirs et peu de moyens, c'est ce que tu ressens? Ouais, c'est ce que je ressens. Et puis là, on a parlé du déplacement, mais dans un voyage, tu payes tout. Tu payes ton hébergement, tu payes à manger là-bas, tu payes les loisirs si c'est un voyage pour les vacances. J'ai l'impression que c'est vraiment très restreint et que finalement, on ne peut pas répondre à ces désirs de vouloir voyager, ou même par rapport à notre entourage. Si on voit qu'on a un ami qui fait plein de pays et que nous, on a envie de le faire, on se dit non, en fait, je peux pas. Et moi, je trouve que c'est triste. Il faut pas être triste, enfin je pense que voilà, mais les commentaires que j'ai, c'est effectivement sur le prix des voyages, avec des trucs complètement absurdes, le train parfois plus cher que l'avion, et puis le fait que de toute façon c'est cher quand on est jeune de faire du tourisme, parce que faire du tourisme, ça consiste à dépenser de l'argent, c'est un peu le sens du message de Dead Moon. Bah oui, totalement. C'est vrai du coup que tout de suite, de façon, dès qu'on veut se rendre d'un point A ou d'un point B, si on n'utilise pas ses chaussures, ça va nous revenir de façon à qu'on prenne la voiture ou autre. Dans tous les cas, ce sera des frais qui vont être engendrés. Et effectivement, du coup, pour revenir à Punta Cana, généralement, plus on va loin et plus le prix, du coup, il a tendance à augmenter. C'est pour ça, du coup, que je conseille à tous les jeunes déjà qu'avant d'aller s'expatrier à l'autre bout du monde, venez découvrir votre belle région. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir la France. D'ailleurs, j'avais un message qui disait la France c'est quand même un peu sous-cotée parfois. On y revient. Non, c'est vrai. Vous pouvez vous inviter mutuellement. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. C'est très bien de voyager en France, même en Europe. Il y a des très beaux endroits, mais je pense à toutes ces personnes qui, juste par intérêt, ne veulent pas y aller forcément tout de suite et qu'on n'a pas d'aide. En fait, c'est plus le constat qu'on n'a pas d'aide pour aller plus loin, ou alors on ne le sait pas. Et toutes les aides qu'on a parlé et que tu as parlé, je trouve que c'est dommage parce que la communication, elle passe pas trop au niveau des jeunes. On n'est pas souvent au courant de on a une aide pour faire ci, pour faire ça. On le voit en mission locale et je trouve ça intéressant. Alors, j'ai un message sur l'empreinte carbone, on en parle, mais c'est vrai, c'est fou ces histoires de train. Tu sais qu'on peut aller au Maroc en train, prendre le bateau et reprendre le train au Maroc. Mais ça, c'est quand on a du temps. C'est peut-être ce dont disposent le plus les jeunes par rapport aux vieux comme moi. En tout cas, quand on est étudiant, quand on a la chance d'avoir des vacances un peu longues, si on a pu travailler avant et mettre de l'argent de côté, ce qui est aussi un genre de privilège. Mais, et là, je ne parle pas de ma génération, parce que moi, c'était déjà plus le cas à mon époque, mais on sait que dans les années 60, 70, il y avait une culture du stop. Voilà, c'est un truc fou où des gens traversaient l'Europe. Alors, je crois pas que c'était tout le monde, mais c'était les voyages à Katmandou, des trucs de hippies qui devaient être très roots, très à l'arrache, mais qui représentaient une image du voyage qui me semble très loin de nous, en fait. Très loin de la culture des jeunes, de pas mal de jeunes d'aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on se méfie, surtout. Enfin, moi, personnellement, quand on me parle de stop, je pense tout de suite on va me tuer, quoi. Vraiment, on est devenu un peu parano, on fait pas confiance à n'importe qui. Je pense que ça joue aussi. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui est plus à la mode, c'est les concepts un peu de voitures partagées. Le covoiturage. Covoiturage, c'est un peu ça. Je trouve que... En tout cas, c'est plus safe si on passe peut-être par des applications, des organismes qui font ça, mais même ça, moi, j'ai peur, mais... mais stop, je pense que c'est très, très loin. Je suis un peu dans cette optique-là, et je le serais encore plus si j'étais jeune. Alors, on nous donne plein d'idées dans le chat. Alors, des coins magnifiques, comme par exemple des Alpes de Haute-Provence. Je plus sois, comme on dit parfois. C'est très, très beau, les Alpes de Haute-Provence. Alors, après, il faut parfois avoir son permis et disposer d'une voiture, parce qu'il y a des régions qui sont
moins bien desservis. Là, normalement, c'est le moment où chacun, du coup, va dire un petit peu où est-ce qu'il habite et qui voilà. va défendre, normalement. Génial. Alors, la Camargue, oui, on voilà. nous conseille, c'est très beau, la On va avoir Camargue. la Bretagne qui va arriver dans pas trop Charente-Maritime, longtemps, je pense. L'Alsace, je vais encore la Bretagne. Ok. L'Alsace en automne, c'est trop très bien. joli. Et le stop, on me dit, bah si, c'est possible dans les Cévennes parce que on y voit encore les derniers vestiges des hippies de France, je pense, dans les Alpes-de-Haute-Provence aussi, en fait. Et puis, oui, la Castellane, oui, on peut aller... On peut aller n'importe où, en vrai, en stop. Dans le sud et en covoiturage. Alors, je voulais juste terminer sur un autre type de loisir, moi, qui me semble hyper important dans nos vies. Les internets, les réseaux et toutes ces chaînes qui sont certes souvent payantes, mais parfois non. Par exemple, Arte, qui est aussi une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de documentaires et de fiction, parfois très populaires aussi. C'est quand même un accès à la culture que vous avez par rapport... Alors vous les jeunes, que aujourd'hui, beaucoup de jeunes... c'est quand même une sacrée ouverture. On l'a vu aussi pendant le Covid que les gens regardaient il y a eu des études, et il y avait une certaine ouverture aussi culturelle. Est-ce que tu penses que tu en profites? Est-ce que tu le réalises? Moi, je rentre en débat avec toi là. Je pense qu'on en profite, mais peut-être pas assez. Et comme je parlais de la communication tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas assez au courant, même si on a Internet, qu'on a les réseaux sociaux, on n'est peut-être pas assez au courant de certaines aides. J'ai l'impression qu'il y a quand même un frein dans ce qu'on regarde. On est un peu dans une bulle. Ouais, on est un peu dans une bulle et on regarde un peu aussi ce qu'on a envie. Je pense que c'est ça aussi. Je vais peut-être pas m'arrêter sur des sujets de loisirs ou de culture qui m'intéressent pas, alors qu'au final, si je l'avais lu en entier, peut-être, je sais pas, l'article, ça m'intéresserait. Je vais vraiment on a un taux d'attention qui est très faible, je vais pas... Non, mais c'est très intéressant qu'on inaugurer le débat après, mais... Alors, c'était très bien qu'on parle de la culture dans la vraie vie, parce que là, on accroche et il se passe des choses. Ouais. Et cette culture des écrans qui a 1000 formes, et on va pas les détailler, parce que voilà, ça serait plein de débats aussi qu'on pourrait faire... là-dessus qui serait intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, oui, effectivement, du coup, on parlait justement d'accès à la culture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à la culture vraiment à portée de main. Moi, je suis venu en train ce matin, justement, j'ai regardé un documentaire sur Arte, donc c'est marrant qu'on en parle. La classe, comme par hasard. La classe. Non, j'ai regardé vraiment du coup un documentaire sur DJ Mehdi, du coup, qui est un producteur de musique électronique. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu, je voulais le voir. Aïe, aïe, aïe. Pub gratuite. La petite pub gratuite, voilà, j'ai regardé. Et ça donne envie d'écouter plein de sons et pour le coup, c'est ma génération. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a aussi parce qu'il était très jeune quand il a commencé, des productions comme ça de culturelles nouvelles, et ça se renouvelle tout le temps avec plein de gens qui sont peut-être pas encore connus aujourd'hui, mais voilà, qui sont peut-être nos amis, nos potes, des gens qu'on connaît. Voilà, et c'est un exemple fabuleux aussi quelqu'un d'assez génial a pu faire en réunissant des styles de musique différents. Moi, je conseille ce documentaire, mais à toi. Ah ouais, tout à fait. J'ai pas pu voir les 6 épisodes. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini, mais en tout cas, pour le moment, du peu que j'ai regardé, alors je connaissais de nom, mais je connaissais pas du coup toute l'histoire qu'il y avait autour, etc. Et donc vraiment, c'est un documentaire que je conseille. Et pour revenir un petit peu à cette question de culture à portée de main, effectivement, mais c'est-à-dire qu'il faut faire preuve aussi d'une curiosité. C'est-à-dire que moi, du coup, si j'en avais pas entendu parler ou si j'avais pas envie de me documenter, j'aurais jamais pensé, en tout cas, j'avoue, de moi-même, d'aller regarder un documentaire sur RT ou autre. J'aurais regardé TikTok Arte, pendant 8 heures. C'est la chaîne un petit peu culturelle, donc qui s'adresse peut-être dans la tête de certaines personnes, à des gens plus âgés, je sais pas. Toi, tu as entendu parler de ce documentaire? J'en ai entendu parler via les réseaux sociaux, et justement jamais j'aurais pensé que ce soit sur Arte, en fait, parce que pareil, j'ai un peu ce cliché de la chaîne Arte que je regarde pas parce que je trouve que c'est pour les vieux, alors qu'en fait quand j'ai vu que ce documentaire il était sur Arte, je me suis dit ah ouais, c'est intéressant, et puis on a tellement de pubs, je pense qu'aussi qu'à force de voir quelque chose on finit par s'y intéresser. Je pense que ça joue beaucoup. Donc l'aspect recommandation des réseaux sociaux est à prendre en compte. Totalement. Et pendant qu'on parle, il y a un débat parallèle sur le stop qui se poursuit sur le chat. Où est-ce qu'on peut faire du stop de France. Et des petites expériences plus ou moins heureuses. Je crois qu'on a un peu dépassé le temps, mais on a commencé en retard. Donc je ne vais pas tout rattraper avec vous, ce serait pas cool. Mais on va s'arrêter là et passer au deuxième débat. C'était bien intéressant. Ça va? Vous avez pu très bien, vous servir de tous les arguments que vous aviez préparés? Oui, parfait pour moi. Est-ce que vous avez dit des choses en plus? Oui.
Oui, Oui. moi aussi. Et ça, c'est la marque d'un débat réussi, en tout Il y a cas. beaucoup de choses qui viennent quand pour on est ceux devant qui le débattent, micro. mais bien et- sûr. ouais. Mais bien sûr, la spontanéité, je trouve que c'est vraiment Ouais. très agréable parce que quand on a travaillé, en fait, c'est dans le direct qu'on trouve des idées, de choses à dire et que vous ayez pu. Et puis vous on a lancer. des exemples personnels aussi. On je va trouve, qui continuer à viennent, débattre avec, on va continuer à débattre Ouais. avec Cheyenne là après. Ouais, mais bah, surtout, vous allez écouter le deuxième débat sur les réseaux Aussi. sociaux. Donc, Surtout. on va passer à ce deuxième débat. Merci beaucoup. C'était trop cool de vous écouter. Et donc, bah, c'est Lorenzo et Sylvain qui vont venir Merci. nous rejoindre. Merci beaucoup. Et c'est le deuxième débat de cette session de Déo et débat, attention jeu de mots, un live Twitch proposé par La Bonne Idée et Radio France. On débat, on s'apprend à débattre les uns aux autres. Enfin, moi, je pense pas que je vous apprends beaucoup de choses, mais j'apprends beaucoup en vous écoutant. Et je pense que débattre, de toute façon, c'est toujours riche d'enseignements. On parle des réseaux sociaux, moteurs ou menaces pour nos capacités intellectuelle, est-ce qu'on devient plus bête ou plus intelligent? Je ne sais pas si vous avez envie de le formuler comme ça, mais tous les deux, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi cette manière de poser la question. On commence avec toi, Lorenzo. Esri, tu viens de la mission locale de l'Isère, Rodanienne, dans la Vienne. C'est ça. Oui, 38. De Vienne, ouais. C'est ça, exactement. Pas mal parce que je ne connais pas très bien les numéros des départements. Bref, réponds donc à cette question. Pourquoi cette idée que ça rend plus bête, plus intelligent? En fait, on est parti de la base on voulait débattre sur un peu les réseaux sociaux. Après, le truc c'était quel angle en fait on allait prendre. Et là, l'idée c'est que se dire de plus en plus, et notamment avec la popularité que prend TikTok aujourd'hui, notamment ce réseau social, c'est l'idée du scroll infini, on se perd dans les réseaux et du coup l'attention, tout ce genre de choses. On en vient à se dire est-ce que ça a un impact réel sur nos capacités intellectuelles, cognitives et sur notre taux d'attention du coup? Donc c'était un peu l'idée de se dire on va essayer de poser le truc, on va essayer de se dire est-ce que oui c'est le cas ou non c'est le cas? Moi je pars plutôt non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Moi je pars plutôt du principe que non, pas vraiment. On va voir, on va développer les arguments. Sylvain Rosset de Saint-Malo. Pourquoi cette manière de se demander,
de formuler la question, de se demander si on est plus intelligent ou si on s'abrutit. C'est quand même assez intéressant, et puis c'est un débat qui revient toujours au devant de la scène de l'actualité. Par exemple, on peut faire un lien avec l'élection récente de Donald Trump, qui avait, lors de son précédent mandat, voulu interdire TikTok. Pour des raisons un peu différentes que ce qu'il a dit au niveau de l'attention et tout ça, mais ça pose quand même des questions intéressantes. Et puis maintenant, les réseaux sociaux, si je demande à tout le monde qui est dans cette salle ou qui nous écoute et qui nous regarde, les réseaux sociaux font partie vraiment, une grande majorité de notre vie. On y passe beaucoup de temps. Si je vous demandais votre temps d'écran, sur certains, le temps d'écran attribué aux réseaux sociaux est peut-être un peu trop élevé. Et donc c'est pour ça que je me positionnais notamment contre l'idée que les réseaux sociaux nous font progresser. Ce qui va être dur à soutenir, c'est le pour. Hein. C'est que ça nous permet peut-être de nous améliorer. C'est vrai que c'est surprenant, donc on va commencer là-dessus, puis on va voir comment on en discute après. Lorenzo, vous avez voulu commencer tous les deux par l'aspect social du réseau social. Il faudrait déjà qu'on voit ce qu'on entend avec ce mot social qui a un sens différent. Parfois, on parle de différence sociale. Non, là, c'est l'aspect social d'être ensemble sur les réseaux sociaux. C'est ça. En fait, l'idée, quand on y a réfléchi, on s'est dit qu'on avait catégorisé un peu justement les parties. Et là, l'idée, quand on parle de social, c'est vraiment de se dire, on part de la base, un réseau social, du coup, c'est quoi? Et en fait, l'idée, c'est l'idée de communauté, d'être ensemble, de parler et de se rejoindre sur plein de sujets différents. Je vais notamment justement parler de sujets scientifiques, justement les scientifiques qui de plus en plus utilisent les réseaux sociaux pour, on va dire, mettre en lumière et au public l'accès à l'information. Donc c'est un peu aussi dans tout ça, dans cet aspect-là. L'idée, je vais commencer du coup par la première partie, mais l'idée des réseaux sociaux, c'est vraiment en fait l'accès à l'information rapide. Pour moi, c'est vraiment le point en fait le plus qualitatif, on va dire, même si évidemment il y aura des contres, mais l'accès à l'information et le fait de pouvoir se mettre en lien assez rapidement et vraiment avec des gens qu'on ne connaît pas et des gens du monde entier. C'est vraiment, je trouve, le point le plus intéressant, c'est de se dire que ok, aujourd'hui, je vais pouvoir installer, je sais pas, Twitter, Insta, et en fait voir des gens, connaître des gens, parler à des gens qui par exemple habitent complètement à 400 km de chez moi, qui parlent pas forcément ma langue, et en fait je vais quand même... C'est vraiment une pratique personnelle que tu éprouves, toi, que tu fais? Ouais, alors personnel, oui, et puis il y a tout cet aspect aussi de manière générale. Je prends l'exemple du réseau le plus connu aujourd'hui, mais TikTok. Enfin, quand on défile, quand on voit ce qui se passe sur le réseau, on se rend compte que on peut voir passer un TikTok d'un mec ou d'une fille qui en fait habite je sais pas en Norvège et qui va parler d'un sujet défini, genre qui va parler je sais pas des manchots en fait, et genre on va être capté parce que c'est bien dynamique, il y a un beau montage, du coup il y a même des sous-titres qui sont souvent en anglais du coup, mais ça nous permet d'avoir un accès à l'information et de se mettre en lien avec des gens auxquels on n'aurait pas eu l'accès sans les réseaux sociaux. C'est, je trouve, le point le plus intéressant en tout cas. Et puis il y a aussi en fait une étude en fait qui souligne que l'utilisation de Facebook, ça peut renforcer le sentiment de connexion sociale et de bien-être subjectif. C'est une étude financée par Facebook. Non, je rigole. Non, j'ai quand même vérifié mes sources avant. C'est une étude de Computers in Human Behavior. Il y a quelques chiffres, alors je vais les citer au moins comme ça vous saurez. C'est en fait une donnée analysée sur 791 millions d'actions enregistrées par 6 millions d'utilisateurs sur une période de 5 ans via l'application Azumio Argus. En fait, c'est une application de suivi d'activité physique. Et justement, ils mettent en lien l'activité physique et les réseaux sociaux sur comment justement ça change notre comportement. D'accord. Et là, justement, ils ont recensé le fait que les types de données nous disent que en fait, l'activité en ligne, c'est l'activité en ligne, l'activité hors ligne. Et l'étude d'effets causaux basée sur des expériences naturelles comme des délais dans la formation de connexion sociale. Et l'idée, c'est que les résultats, en fait, c'était l'influence des réseaux sociaux sur l'activité. Donc, une connexion sociale supplémentaire augmente l'activité en ligne de 30%. Voilà. Ça m'étonne, mais une étude qui vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, tu as fait des recherches. On va voir ce qu'on te répond du côté de Saint-Malo. C'est marrant, justement, parce que dans ton argumentaire, tu as dit que les réseaux sociaux, ça permettait d'avoir accès à l'information rapidement. Et c'est justement mon point où je ne vais pas forcément être d'accord avec toi, puisque voir de l'information trop rapidement, pour moi, c'est négatif.
Non, mais on disait que c'était l'accès qui était rapide, et toi tu dis c'est le temps passé sur la même information qui est trop court, c'est ça? Non, en fait, un peu, c'est ça. Quand on voit une information, on la regarde, et ensuite on passe directement à autre chose. Par exemple, je vais prendre l'exemple des fake news, évidemment, bon, ça a été dit et redit. Mais le fait de voir trop d'informations rapidement ne permet pas de prendre le temps de les vérifier indépendamment en relisant ses sources, comme tu le disais à l'instant, justement, de vérifier si c'est une vraie ou une fausse information. Et puis, je vais juste prendre un exemple assez rapide qui parlera peut-être aux gens du chat. Non, mais c'est toujours très très bien de prendre des exemples. Mais, et continuez à poser vos questions parce que je regarde Carrément. sur le chat. En gros, sur Twitter, enfin X maintenant, il y a un compte qui s'est lancé dans le journalisme indépendant qui s'appelle Mediavenir, que beaucoup de gens connaissent, je pense. Et il y a un compte parodique qui s'est lancé il y a quelques temps qui s'appelle Pédiavenir. Et donc, Pédiavenir, ils mettent des fausses informations qui sont assez marrantes. Et j'ai vu plusieurs fois des gens justement sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux qui reprenaient ces informations et qui disaient oh, c'est pas possible, pourquoi ça existe vraiment et tout. Donc en fait les gens vont même pas voir la peine de cliquer sur le profil pour vérifier qu'il s'agit d'un vrai compte ou autre chose. Il y a un problème de confusion éventuelle, bon c'est superficiel. Il y a un problème de rapidité. Mais sur le côté social du réseau social, sur le fait que ça nous met en connexion avec... des individus ou des groupes d'individus. Encore là, je vais te contredire parce que moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Et je vais prendre encore un autre exemple. Les algorithmes en fait, des réseaux sociaux ont été faits par des ingénieurs et des scientifiques qui ont créé en fait, des algorithmes et qui ont notamment créé les fils infinis. En fait. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de page comme sur une page Google, par exemple, quand on fait une recherche. Quand on démarre par exemple X ou TikTok, on peut naviguer jusque vers le bas, parce que c'est souvent vers le bas à la verticale, autant de temps qu'on peut, et même à l'infini. Et ça pose un problème assez fort, puisqu'en fait ça pousse l'utilisateur à ne pas quitter l'application, alors que s'il devait cliquer sur passer à la page suivante, il le ferait peut-être. Ça peut rappeler aussi un petit peu ce qu'il y a sur Netflix quand on regarde trop d'épisodes d'affilée. Vous avez peut-être eu la petite fenêtre qui dit vous êtes toujours présent, vous ne dormez pas devant la télé, parce que il veut un peu vous dire attention parce que là tu en as regardé beaucoup. Et puis il y a la question de l'algorithme. Justement cette question de l'algorithme, on nous la pose aussi, c'est qu'on assez suit dangereuse. Un peu ce qu'on fait. Ouais. Déjà il y a le problème de RGPD et tout ça, mais ça je vais pas rentrer dans le détail. Mais moi ce qui me pose le plus problème avec les algorithmes en fait, c'est que pareil je reprends un petit exemple, mais les algorithmes sont faits pour que en gros un utilisateur qui ne regarde qu'un tel sujet va ne voir ensuite que des sujets en lien avec ce qu'il aime et ce qu'il regarde. Donc c'est la fameuse bulle dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et donc par exemple, si une personne, je sais pas, est passionnée par les faits divers, elle va finir par voir que des faits divers en fait dans sa timeline, on appelle ça comme ça. Donc en fait, ça peut conduire vraiment à un état dépressif, voire suicidaire dans le pire des cas, qui est très mauvais et qui, au contraire, je trouve, enlève de l'aspect social et communautaire. Mais d'ailleurs, il y a des procès actuellement de parents dont les adolescents se sont suicidés parce que trop de contenu déprimant, dépressif, quand on est déjà soi-même très fragile, ça peut inciter au suicide, ou ça a pu, d'après ces familles, inciter au suicide. Ça finit devant la justice, donc c'est grave, il faut aussi en parler de cet aspect social. Alors, il y a une autre question, enfin, on parlait d'information, je passe un peu du coq à l'âne, mais finalement, c'est aussi sur les réseaux sociaux qu'on corrige les informations. Il y a quand même cette histoire de la modération des réseaux sociaux. J'adore pas du tout X, enfin, ancien Twitter, mais on peut aujourd'hui mettre des corrections sous certains posts. C'est aussi ce qu'a créé Wikipédia, donc une encyclopédie collaborative où les gens interviennent. Qu'est-ce que ça c'est intéressant aussi dans l'aspect social du réseau. Moi j'ai plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Tu le contredis. Il y avait carrément plein de choses à dire. Déjà, je voulais revenir sur l'aspect, on va dire, les parodies, les comptes parodiques et tout. Il faut savoir que sur X, anciennement Twitter, il y a une obligation qui est que dans sa biographie, on est obligé de noter que c'est un compte parodique, si c'est le cas. Sinon, on est banni du réseau. C'est déjà arrivé d'ailleurs avec des comptes qui parodiaient par exemple le créateur de X. Ils se sont fait bannir, ou même d'autres comptes. Donc c'est vrai que là, normalement, l'accès à l'information, même s'il y a des gens qui vont peut-être prendre un screen, une capture d'écran de l'info et de l'envoyer sur Facebook, parce que il est vrai que sur Facebook, il y a moins cet aspect modération, on va dire, de la fausse info. On peut vite se retrouver, par exemple, à avoir dans des groupes des infos qui vont circuler et les gens vont y croire à l'intérieur de ces groupes. Après, ça reste quelque chose de, on va dire,
c'est minoritaire et en fait le gros de l'information quand même la plupart des gens se rendent compte que c'est parodique et puis c'est c'est un très gros aspect on va dire aujourd'hui de savoir si oui ou non c'est une fausse info comme par exemple les sources que je cite, je pourrais citer des trucs et en fait ça n'existe pas. Bon, vous pouvez quand même aller checker hein, les sources existent donc voilà mais c'est une très bonne question de se dire qu'aujourd'hui comment on peut réguler en fait ce genre de pratique, comment on peut réguler la parodie, comment on peut se dire bon bah ok les algorithmes font aussi ça et nous on va dire nous enferment dans une bulle. L'idée c'est aussi que par exemple l'Union Européenne essaye de mettre à charge justement les différents réseaux sociaux, les créateurs de réseaux notamment avec X, avec TikTok. On va dire qu'ils essayent justement de réguler un peu tout ça, en tout cas au sein de l'Union Européenne. Ce que tu défends, si je puis me permettre, c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est le fait qu'ils soient régulés par la puissance publique. Oui, c'est ça en fait, mais c'est régulé pour on va dire le bien. En fait, les réseaux sociaux, ils apportent justement un aspect, on va dire qualitatif, je trouve, à l'information et aussi au fait de pouvoir se mettre en communauté. Notamment, il y a les réseaux sociaux en fait permettent, comme je disais, des formations de communauté, de se mettre en lien. Il y a plein de réseaux qui existent, hein, genre Discord. Après, on a d'autres aussi sur les jeux vidéo, par exemple. Ça reste aussi des réseaux, hein, techniquement Bien parlant. sûr. Avec parfois des fils horribles aussi. Ouais, bien sûr. Les gens vraiment complètement entre eux, dans leur bulle. On a parlé beaucoup du masculinisme sur les réseaux. Pauline Ferrari a écrit un livre là-dessus. C'est intéressant de voir ce qui se passe quand on crée un avatar qui n'est pas soi et les contenus auxquels on est exposé. Ouais, bien sûr. Ça fait un peu peur. Mais je ne suis pas vraiment là pour te contredire. Donc je vais laisser Sylvain répondre puisque tu voulais parler de la modération et répondre aussi. Exactement, parce qu'en effet, je trouve ça quand même fou qu'un réseau social qui a quand même les moyens et qui gagne énormément d'argent délègue une partie de sa modération à ses propres utilisateurs alors qu'ils sont censés le faire eux-mêmes. Alors il faut savoir, pour expliquer peut-être aux gens qui ne le savent pas, je vais toujours regarder l'exemple de X, mais la modération elle est en très grande partie automatisée, surtout pour des petites choses liées aux droits d'auteur ou des images qui ne devraient pas utiliser, ce genre de choses, ou même des mots qu'il n'y a pas le droit de dire en particulier. Mais il faut savoir aussi que, évidemment, vu que c'est un robot, que c'est automatique, il y a toujours des failles qui passent. Et il faut savoir qu'il y a des humains qui vont prendre les décisions pour les choses souvent les plus graves, donc tout ce qui concerne des choses pénalement répréhensibles. Et moi, j'avais une petite question à vous poser, justement, je vais vous faire travailler. D'après vous, combien y a-t-il de modérateurs humains francophones sur la plateforme X ? Et les chiffres viennent de X eux-mêmes, puisqu'ils ont été auditionnés par l'Europe. Salariés de X. Entre autres, ouais. C'est ça. Je sais pas, ça se trouve c'est des sous-traitants. Oui, en tout cas délégués à cette tâche par X spécifiquement. Et donc, francophone, pas que pour la France, mais pour l'entièreté du contenu français. Moi je dirais 500, hein. Autour de 500. Ouais. Ok. Ah non, moi je dirais beaucoup moins. Je dirais, je sais pas, 30. 30 ? Ok, on est beaucoup plus proche du côté de Louise, puisqu'il y en a 67, selon le rapport de transparence de modération fait par X lui-même, demandé par l'Europe, justement. Sinon, on n'aurait certainement pas ces chiffres-là. Alors qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 360 000 tweets qui sont publiés chaque minute dans le monde. Alors, je recontextualise un peu ce chiffre. C'est 360 000 tweets internationaux, donc il n'y a pas que des Français. Mais bon, on peut estimer au moins qu'il y en a peut-être 10 ou 20 000 qui sont français chaque minute. Donc, s'il faut modérer tout ça, évidemment, il y a le travail du robot. Mais il y a forcément beaucoup de choses qui passent à la trappe. Mais par rapport à ça, en fait, les chiffres, ils datent de quand à peu près, tu sais Alors, le chiffre des 360 000 tweets, je n'ai pas noté la date. Ok. Parce que, par contre, juste pour les modérations, ça date d'octobre 2024. Okay. Mais on me fait remarquer, et c'est vrai, que c'est un choix éditorial, en fait, pour X de ne pas avoir de modération. Et je crois que ça va monter de un peu comme Reddit, en fait. Éditorial, ça veut dire que, en gros, c'est soi-disant la liberté absolue d'expression qui est défendue. Donc, go, on y va. Parce que l'important aussi, c'est un choix économique presque. Alors, je ne sais pas si ça marche, mais c'est ce qui est du flux, qui est plein de messages et qui implique des réactions. Et pour ça, il faut y aller sur des contenus c'est un peu comme finalement un peu chargés émotionnellement ou très virulents. Puis on peut rapporter ça à Wikipédia, hein, techniquement parlant. C'est les utilisateurs qui justement modifient. Bien sûr, c'est différent, mais ça part de la même base. C'est les utilisateurs avant tout qui justement modifient ou qui corrigent ou qui créent des articles eux-mêmes. Wikipédia, c'est dans la base même en fait du site internet, alors que X, pas forcément.
Oui, ouais, en effet. Après, par contre, c'est pour ça que je voulais savoir par rapport aux chiffres, parce qu'il y a peut-être eu un changement justement avec le nouveau, on va dire, PDG. Peut-être que justement, Qui est plus tellement nouveau, mais qui est plus tellement nouveau, ouais, des licenciements, enfin, peut-être qu'il s'est passé des choses aussi entre-temps. Ouais. Alors, oui, Elon Musk, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors, je sais que c'est en augmentation, parce qu'en fait, sur l'article que je lisais, c'était marqué qu'il y en avait 54, mais le rapport datait de novembre, je crois, de l'an dernier. Ouais. Et quand j'ai cliqué sur le lien, en fait, c'était mis à jour depuis octobre, donc c'est quand même en hausse. Mais je sais apparemment que Elon Musk et puis même forcément tous les réseaux sociaux en général, Après, ils se focalisent pas à fond sur la modération, parce que après, y a l'objet mercantile derrière. On cite X, un peu le pire, on va dire, et le meilleur des réseaux sociaux, enfin des réseaux sociaux. Ouais, c'est un bon client pour moi. C'est vraiment, ouais, c'est, on va dire, mais bon, après, je sais pas si c'est là où les jeunes, puisque on est là aussi pour parler des jeunesses, c'est là où on passe le plus de temps. Il y a quand même un sujet qui est intéressant. Alors, je pense tous les âges de la vie, mais dont on peut parler pour la jeunesse, que vous avez souhaité aborder, c'est le physique. Finalement, l'image de soi, l'image qu'on va avoir de son corps. On sait que les réseaux, les internets, c'est aussi une circulation des images, de stéréotypes, etc. Qu'est-ce que ça produit pour vous? En quoi d'ailleurs ça peut être positif, Lorenzo? Justement, parlant de positif, on va parler justement du body positive sur les réseaux sociaux. Et on va dire que ce soit sur Insta ou même d'autres réseaux, mais surtout Instagram finalement, parce que c'est là où justement il y a pratiquement c'est que des images. Donc ça part de là, je pense, c'est un peu le plus gros réseau pour ce qui est de montrer son corps. Bon, il y a aussi TikTok maintenant, mais pour ce qui est du body positive, c'est vraiment l'acceptation de soi et de combattre en fait tous les stigmates en fait qu'on peut retrouver justement dans la vie. L'idée c'est vraiment de se dire qu'avec les réseaux on peut retrouver des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes combats et avec qui on peut justement être en lien. Des exemples en termes de on va dire de gros, on va dire créateurs de contenu qui parlent surtout de physique. Bon, je vais citer évidemment, il y a Thibaut InShape évidemment, premier youtubeur en France. Pas vraiment. Mais Thibaut InShape, c'est plus de la motivation. Oui, c'est de la motivation. Après, body positive. Il y a eu quand même des vidéos où justement, je sais qu'il avait été en lien avec des personnes qui étaient, on va dire, en difficulté. Et justement, il les poussait à s'améliorer, à faire mieux, sans forcément pointer du doigt justement le fait que ces personnes, elles sont en difficulté. Il aidait justement à se dire, tout le monde peut y arriver, tout le monde est vraiment sans distinction. Si j'étais derrière le live, je lâcherais plein de commentaires alors, sur ce thème. Il y a eu des trucs très mauvais. On peut aussi citer par exemple des icônes un peu populaires de la culture, comme Lizzo, je pense, la chanteuse américaine, qui en a beaucoup parlé. Oui, qui elle est vraiment bien en chair et aborde. Qui n'en a pas honte et qui le montre fièrement. Oui, cette question de manière positive et aussi dans ses clips. Mais etc. même, je me souviens, mais il y a aussi par exemple les Jeux Olympiques dernièrement. On a vu justement des personnes, c'était pas vraiment, on va dire, ce qu'on appelle les corps parfaits sur les réseaux. On a vu très bien aux Jeux Olympiques justement des personnes, j'ai plus le nom. C'était une célébrité justement, je sais plus si vous voyez c'est qui, il avait je crois une barbe bleue, enfin un truc comme ça, il était très là, je vais pas pouvoir t'aider, mais je crois qu'il y a une femme qui joue au rugby, une américaine qui a pas un IMC génial parce que c'est une femme qui fait 80 km, mais c'est une sportive et qui a répondu, et je suis désolée, j'ai plus son nom, moi je suis pas très experte en termes de sport, mais qui a répondu sur ce point, en tout cas du côté hyper normatif de l'image des femmes surtout, mais aussi des hommes sur les réseaux sociaux. Alors toi, tu penses que c'est le lieu du body positive ou Alors, le body pas positive, je partage assez bien ton point de vue, même si là, je vais prendre un exemple un peu extrême, mais je prends l'exemple notamment que prend la linguiste Stéphanie Pahud, qui rappelle, selon elle, la définition du body positive. Pour elle, c'est croire à l'existence d'un soi-même figé, définitif, à identifier et auquel adhérer. Donc, tu l'as dit, c'est majoritairement véhiculé par Instagram, le réseau social le plus visuel finalement qu'on a. Alors, évidemment, je ne vais pas comment dénigrer tout l'aspect positif que ça a. Évidemment que ça incite chaque personne à pas se préoccuper de l'idéal attendu de la société qui est véhiculé par les médias, la publicité et tout ce genre de choses. Mais c'est l'idée qu'on s'identifie à son corps. Oui, mais le principal problème que je pourrais citer, moi, pour ça, en fait, c'est que le body positive, selon toujours Stéphanie Pahud, est plus lié à la fierté qu'à l'apparence physique.
et donc assimilable à une forme de honte. Et quand je parle de honte, je parle de la honte ressentie par la personne elle-même. Donc en fait, elle défend l'idée que le corps est mobile et qu'il est en constante évolution et modification tout au long de notre vie. Donc il ne faudrait pas juste avoir un corps et ne pas le bouger. Alors évidemment, cet exemple-là, il va s'appliquer pas pour les personnes qui souffrent de maladies et qui ne peuvent rien faire ou très difficilement modifier leur corps. Mais je vais prendre un exemple assez extrême. Mais par exemple, une personne qui adhère au mouvement, enfin c'est pas un mouvement, mais à l'idée du body positive, mais qui est en mauvaise santé parce qu'en fait elle a un sous-poids ou un surpoids qui n'est pas lié à un problème physiologique ou génétique de sa part. Dans ce cas, ça peut avoir des conséquences assez néfastes sur la santé. Tu en parlais tout à l'heure, mais au niveau de l'IMC, évidemment, ça a tous les problèmes Après, d'être anorexique. on peut être en surpoids ou en sous-poids et être en bonne santé. Oui. Je crois que c'est important de le dire. Oui, même bien si sûr. Pas forcément à l'extrême, mais là aussi, Oui, il là, ne faut pas être je suis extrémiste. trop normatif. Et un autre point sur le corps que je trouve assez intéressant et que tu as voulu soulever, Sylvain, c'est comment finalement l'utilisation des téléphones, d'être beaucoup dans ces univers numériques, c'est beaucoup sur l'écran de son téléphone, ça modifie aussi nos corps. Et physiquement, oui, tout à fait. Alors, on pourrait dire que c'est un peu différent des réseaux sociaux, mais je l'ai dit tout à l'heure, quand on utilise un téléphone portable maintenant, c'est principalement pour aller sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, ça implique quand même beaucoup. Donc, il faut savoir que ça a un changement de posture visuelle directement sur nous. D'avoir un téléphone portable, ça modifie notre posture au niveau du cou, puisqu'on a un cou qui est plus avancé, un dos qui est déformé par la courbure. J'essaie de me mettre dans la position tout en restant derrière le micro. C'est à peu près comme ça, ouais. Et donc forcément, ça pose un problème, évidemment. Donc je peux penser à la scoliose, que moi j'ai personnellement, mais ça c'est un avis personnel. Ou alors des problèmes générés au niveau du cou, de la mâchoire ou autre chose. Et il faut savoir aussi qu'il y a un exemple assez visuel de cette modification-là. Ça s'appelle le smartphone Pinky. Alors, je pense pas que vous connaissez, mais en fait, c'est une déformation du petit doigt à ce niveau-là, en fait. J'espère que vous l'avez pas. Je sais pas, je vais savoir dans un instant. En fait, ça suit la position de votre téléphone qui se met directement sur votre petit doigt. Et donc en fait, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont remarqué qu'elles avaient ça. Et donc ce serait apparemment à cause du téléphone. Cependant, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'études qui prouvent directement que c'est à cause des téléphones, mais certaines recherches ont déjà démontré que la surutilisation des smartphones pouvait causer des douleurs au pouce et même diminuer la fonction de la main, selon la pharmacienne Parina Patel. Ok, bon, c'est une source comme une autre. En tout cas, on a tous remarqué que oui, c'était pas la super bonne posture. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Lorenzo ? Après, en fait, le fait est que oui, il y a des défauts évidemment, l'utilisation du téléphone, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est comme dans tout, il y a forcément des défauts quelque part quand on l'utilise trop. Et le truc, c'est aussi que grâce aux réseaux sociaux, c'est un peu aussi ça ce qui est, on va dire, un peu marrant, c'est qu'on peut aussi en trouver des solutions. Aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus, mais il y a une prise de conscience en fait des effets sur le corps et sur le mental, sur plein d'autres points aussi. Et les différents, on va dire, scientifiques justement se mettent de plus en plus à poster des articles accessibles publiquement où on voit parfois des petites infos passer sur les différents réseaux sociaux, sur les bonnes pratiques à avoir justement en utilisant nos réseaux et aussi notre téléphone. Il y a aussi des youtubeurs, des vidéastes qui se concentrent sur ces points-là. Je prends l'exemple de Léo Duff par exemple, qui va beaucoup parler de ce genre de choses sur sa chaîne YouTube, de l'utilisation au réseau, qu'est-ce qu'on en fait, et de se dire, bon bah ok, il y a des choses qui sont techniquement possibles avec mon téléphone portable, qui sont dedans. Je prends notamment un exemple tout bête, mais on a une option dans le téléphone qui permet de mettre tout en noir et blanc. On peut le faire à partir d'une certaine heure ou même toute la journée. Ça marche et en fait, ça marche hyper bien parce qu'on s'est rendu compte, il y a des études sur ça qui montrent que on l'utilise beaucoup moins parce que c'est beaucoup moins attractif sur les couleurs. Oui, et le premier impact sur le physique, c'est le manque de sommeil. On aurait pu en parler aussi. Le fait d'avoir son attention comme ça, excitée, ça peut empêcher de dormir ou repousser l'heure du coucher quand l'heure du lever, elle ne bouge pas. Et ça a un impact sur la santé et le corps. Mais ce qui est intéressant dans ton argumentation, c'est que en fait, on réfute pas les problèmes causés par l'utilisation des réseaux ou par leur fonctionnement.
Ouais. Hein, c'est pas juste ce qu'on en fait, même si c'est vrai que ça revient souvent comme argumentation, et je l'ai eu aussi dans les commentaires, mais plutôt de dire que l'antidote, elle peut être générée au sein des réseaux via des utilisateurs un peu conscientisés qui vont prêcher Après- la bonne parole. Mais du coup, ça annule pas vraiment les En fait, mauvais effets. Ça fait ouais. juste qu'on sait comment les parer. Mais on c'est quand peut même pas. un peu d'accord avec En fait, Sylvain. c'est comme dans j'ai envie de dire plein de choses. Il y a forcément des défauts quand on creuse un peu. Et le truc, c'est que les téléphones et notamment les réseaux sociaux, ça existe depuis pas si longtemps que ça finalement dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, hein, alors que c'est quand même bien implanté, on découvre des choses et on apprend des choses et on essaie justement de réguler, de faire en sorte que ça s'améliore. Et le truc, c'est que même, par exemple, un truc tout bête, mais le téléphone portable, ça existe depuis pas très longtemps. Enfin, je veux dire, les téléphones portables et qui sont tactiles aussi, genre ça existe depuis Le pas très longtemps. smartphone, Le par smartphone, exemple, ouais, ouais. c'est un truc qui existe depuis quoi, 2009, 2007, ouais. ouais, par là. Donc Ouais, ça fait pas, les premiers iPhones, c'est ça, c'est ça fait pas si longtemps. 2008-2009. Après, juste peut-être pour revenir sur tes Ouais. arguments liés, oui, il y a des créateurs de contenu qui se concentrent justement, Léo Duff et tout ça. Ouais. Mais franchement, au vu de leurs statistiques, bon, c'est peut-être un peu idéaliste, mais il n'y a pas l'entièreté des Français qui regardent sa chaîne YouTube. Oui. Donc pour moi, très peu des utilisateurs des réseaux sociaux sont conscients de ces risques-là. Et la plupart, en fait, juste vivent leur vie des réseaux sociaux. Hein. Oui, en fait, le truc, c'est que on le voit de plus en plus, mais l'Union européenne et même les politiques en place doivent se doivent justement de faire quelque chose pour ça, de réguler, on va dire, un peu la pratique, surtout au niveau des enfants. Hein. Je prends cet exemple-là, mais il y a notamment justement, je crois que c'est en Chine, qu'il y a justement une régulation par rapport à ça. Les jeunes ne peuvent pas justement jouer à partir d'une certaine heure. C'est vraiment un truc, ça bloque justement l'accès au jeu. Et le truc, c'est que les réseaux sociaux, en fait, c'est hyper bien pour ce qui est de s'informer, de se mettre en lien avec des gens, de créer des communautés pour le partage justement de ses passions et découvrir des gens qui ont les mêmes passions que nous. Et le truc, c'est qu'il faut juste savoir l'utiliser. Et je pense vraiment qu'avec les années à venir, on tend à s'améliorer. Et notamment aussi, il y a ce problème, on va dire, de la masculinisation sur les réseaux sociaux. Notamment, je prends l'exemple de YouTube et de Twitch aussi. Hein. On voit que beaucoup de créateurs de contenu qui sont connus aujourd'hui sont surtout des hommes. Et dans pas mal d'événements, hein, je prends, je sais pas... Et on sait que c'est pas facile d'être une femme, en fait, Ouais, dans carrément. certaines communautés, comme les gamers. Oui. C'est pas du tout des endroits que je fréquente, mais Et en voilà, fait, c'est ce qui circule dans les informations généralistes. et il y a un exemple tout bête hein, que j'ai en tête, mais il y a des gens qui, on va dire, disent souvent ouais, mais les hommes ils sont meilleurs que les femmes dans les jeux vidéo. Bah en fait c'est normal vu qu'on les inclut pas, donc forcément qu'elles jouent plus tard que les hommes et que du coup bah elles sont forcément ensuite, on va dire, elles ont moins d'apprentissage, elles savent moins faire sur les jeux, donc c'est normal. On les Et a aussi, repoussées je sais que de je ce milieu. pas trop être pour, mais je fais un petit écart, mais aussi une question de mimétisme. Mhm. Sûr que quand on voit qu'il n'y a presque pas de femmes dans le milieu des jeux vidéo, bah, en étant une femme, par exemple, on n'y va pas, forcément. C'est dur quelque part aussi, je pense, pour les femmes d'être connues sur les réseaux sociaux aujourd'hui, justement parce qu'il doit y avoir plein de moqueries dans les commentaires et autres. Et en fait, c'est un truc Je qui. pense que ça dépend en fait de la catégorie dans laquelle on joue, parce que Oui. il y a dans certains secteurs beaucoup plus de femmes. Si on s'intéresse, je sais pas, à la diététique, Oui, bien sûr. Oui. Après, oui, il y a des sujets voilà, où les femmes sont plus présentes. c'est dur d'avoir une équité partout dans comment. Non, mais ça veut pas dire dans que la c'est vie. pas juste. Enfin, bon, il y a aussi le fait que là où les femmes pourraient être plus présentes, comme les jeux vidéo, elles peuvent être aussi un peu chassées par des hommes. Enfin, c'est pas forcément les sujets que je maîtrise au plus haut point, mais c'est aussi des débats qu'on pourrait avoir. Oui. On va passer au dernier sujet. On est pas mal en retard, et je crois qu'on a commencé à en parler. C'est celui de la santé mentale. Ouais. Et ça, c'est difficile de défendre la bonne influence des réseaux sociaux sur la santé mentale. Donc, on va commencer par le négatif, puis on va voir ce que tu réponds. Ok. Donc, on commence avec toi, Sylvain. Bah, comme on en parlait un petit peu au début, mais c'est vrai que comment il y a l'idée du scroll infini. Et je voulais juste revenir un peu pour vous donner un petit exemple et vous faire travailler un peu aussi dans le chat. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une diminution de l'attention suite à l'utilisation des réseaux sociaux, et notamment TikTok, parce que X, c'est plus de la lecture.
On va dire ça avec des gros guillemets, hein, mais c'est plus de la lecture. Mais TikTok, c'est des vidéos. Et justement, cette capacité d'attention, elle a fortement diminué. Et avoir trop d'informations, on accorde sa chance à un média ou à un post qu'on voit que quelques secondes avant de swiper vers le bas et de le consommer en entier. C'est pas vraiment de la santé mentale ou c'est plutôt des si, parce que ça capacités diminue. cognitives? C'est ça, c'est les capacités cognitives pour revenir direct à la question. Et justement, il y a une preuve de ça. Si vous êtes allé sur TikTok depuis 2020, vous l'avez forcément vu, mais il y a des nouveaux types de vidéos qui apparaissent. Donc, le format sur TikTok, c'est du vertical. Et en fait, les créateurs de contenu maintenant divisent en deux la vidéo. Dans la partie haute, souvent, il y a la personne qui parle, donc avec l'audio. Et en bas, on a souvent une image d'un gameplay d'un jeu vidéo ou de quelqu'un qui découpe de la pâte à modeler avec un ciseau. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est pour que nos yeux se concentrent sur la vidéo du bas, car en fait, on a envie, bon après, on rentre dans des aspects plus scientifiques, mais on a envie de voir ce qui se passe après, on a envie de voir comment le verre est rempli d'eau, bref, c'est un peu débile, mais c'est la vie. Et donc, justement, ça pose un gros problème, puisque à force de consommer les réseaux sociaux et TikTok, notre capacité d'attention hors réseaux sociaux, elle est fortement impactée. Et justement, j'ai un petit test à vous faire. Faites-le peut-être avec des amis, parce que là, je vais vous le dire, donc ça va être un peu plus simple. Mais c'est un test que j'ai vu d'un influenceur, j'ai plus son nom, donc je ne peux pas le citer malheureusement. Mais en gros, vous allez sur TikTok, vous regardez 10 vidéos sans penser à cette consigne. Ensuite, vous fermez l'application, vous fermez vos yeux et vous essayez de réciter les 10 vidéos que vous avez vues dernièrement. Et normalement, vous n'allez pas réussir à le faire. Parce que notre capacité d'attention a fortement diminué. C'est très difficile de se souvenir de ce qu'on vient de faire, parce que la mémoire immédiate, c'est pas quelque chose qui fonctionne aussi. C'est comme se souvenir d'un mot de passe qu'on vient de créer, c'est très compliqué. Et justement, aussi, peut-être quelque chose à rajouter, mais cette capacité d'attention humaine, j'ai des chiffres à vous donner. Elle serait de 8 secondes actuellement contre 12 secondes en 2000, soit moins que l'attention d'un poisson rouge qui est de 9 secondes. Bon. Vous doutez de cette info? Je sais pas, j'ai jamais testé l'attention d'un. Vous avez tout à fait raison, puisque voilà, je voulais donner un exemple de fake news. C'est une fake news, parce que je me suis renseigné, je me suis posé la question en fait. Je me suis dit c'est quand même bizarre qu'on ait une attention moyenne en dessous d'un poisson rouge. Et je suis pas le seul à m'être posé la question. Il y a aussi Jean-François Dorty de scienceshumaines.fr, je crois, qui s'est posé la question. Et en fait, c'est faux, parce que les poissons rouges ont la personne qui a fait cette étude a confondu mémoire et attention. Et en fait, les poissons rouges, on s'écarte beaucoup du sujet, mais c'est intéressant quand même. Du coup, on a envie de savoir. Les poissons rouges, en fait, ont une mémoire de beaucoup plus que quelques secondes, puisque ce serait de 3 mois minimum. Et en fait, pourquoi on dit que des poissons rouges ont une mémoire très basse? En fait, c'est un argument marketing des vétérinaires qui, pour ne pas conscientiser lors d'un achat et que les clients se disent c'est horrible d'avoir un poisson rouge qui tourne dans son bocal et qui fasse rien, disait justement on leur dit qu'il tourne juste dans son bocal et il se souvient de rien. Mais alors, sauf que désolé, mais est-ce qu'on est dans un genre de bocal où finalement ça va parce qu'on dit qu'on se souvient pas des vidéos qu'on vient de regarder, alors nous on cherche pas à nous adopter, quoique je sais pas mais en tout cas on a peut-être des capacités de mémoire immédiate et d'attention qui diminuent. On me dit 3 secondes, on me dit moi je me souviens pas de la dernière vidéo que j'ai vue. Et puis, puisque j'avais commencé sur la santé mentale, et c'est pas exactement la même question, il faut rappeler que c'est la grande cause nationale de l'année à venir. On va voir comment ça va pouvoir être traité, parce qu'on sait aussi que les grandes causes nationales, c'est pas non plus toujours énormément pris en compte. Bref, Lorenzo, attention et santé mentale. On va terminer là-dessus aussi. Ouais, on va finir sur cette catégorie-là, mais en fait, le truc, c'est que au niveau de la santé mentale, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur tout ça. Moi, je vais surtout parler, on va dire, de créativité, mais aussi en fait d'accès à la diversité de contenu, parce qu'en fait, il y a des réseaux sociaux qui ouvrent une multitude de contenus éducatifs et culturels. On le voit de plus en plus aujourd'hui, notamment en fait, grâce aux réseaux sociaux, on rend plus accessible et on va dire c'est un peu plus popularisé les plateformes comme academia.edu en fait, qui permettent justement d'apprendre, de justement connaître des choses. Aujourd'hui, on lit de plus en plus d'articles, plus d'articles qu'il y a 20 ans, notamment grâce à l'accès justement plus facile des informations. Alors, on lit pas toujours les bonnes informations, mais par contre, on peut très bien se dire que, ok, au moins, c'est, on va dire,
le premier point, c'est cool que au moins des millions de personnes puissent lire la première info, quelque chose en tout cas d'assez rapide, et de se dire qu'aujourd'hui, les gens sont plus, on va dire, au niveau santé mentale et aussi réflexion à lire et à conscientiser justement, par exemple, les petites infos marrantes, mais aussi les problèmes du monde. Aujourd'hui, on arrive de plus en plus à se dire, ok, bon, eh ben, il y a ces problèmes-là à cet endroit-là, parce qu'en fait, on est plus touché par ça grâce aux réseaux sociaux. Après, je tiens à dire aussi au niveau de la créativité, faut se dire que les plateformes, en fait, les réseaux sociaux, que ce soit de tout type, ils permettent justement un espace pour de la création, que ce soit de l'art, de la musique, et justement tout cet aspect-là. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est plus créatif grâce à ça. Notamment, je prends l'exemple tout bête, mais YouTube, combien de personnes se sont lancées justement à essayer de créer des vidéos grâce aux personnes qui se sont lancées dans les débuts. Et aujourd'hui, c'est hyper populaire. Il y a des gens qui font des millions, voire même qui touchent le milliard de vues, justement. Et C'est complètement éloigné de la santé mentale, mais pour toi, ça valorise en fait, une créativité plus populaire. pour moi, ça donne l'impression que c'est possible, que beaucoup de choses sont possibles. En fait, pour moi, ça développe la créativité chez les gens, en fait, aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui créent, ne serait-ce qu'au moins essayer de rentrer là-dedans, que ce soit par une ou deux vidéos, même sur TikTok. Hein. Je prends l'exemple de TikTok aussi dernièrement, mais il y a plein de gens qui vont juste faire un TikTok en ayant une idée et se dire, ok, bah, je vais essayer. Je vais me lancer et ça peut déjà les valoriser, et puis en plus de ça, ça pousse la créativité, que ce soit même des plus jeunes aussi. Aujourd'hui sur TikTok, les plus jeunes essaient de créer des choses, et parfois on se rend compte que c'est hyper marrant, hein. Je vois des tas de TikTok de personnes qui sont jeunes, voilà, Est-ce que et toi, qui, tu le fais, par exemple? moi ça m'est arrivé, hein. J'ai fait des D'accord. petits TikTok. Alors moi c'est simple curiosité. c'est pas des TikTok où je montre ma tête, mais je fais des edits avec du montage, voilà. Et justement, ça pousse aussi à ça. Je vois beaucoup de TikTok, justement, qu'on appelle des edits, en fait. Par exemple, de moments de matchs de foot, où ils vont prendre, je sais pas, Cristiano Ronaldo, ils vont faire un montage, en fait, des meilleurs moments. Et en fait, de plus en plus, et grâce à TikTok, les gens apprennent à monter des vidéos, justement. Il y a des outils qui sont mis en place pour développer plus rapidement et efficacement des vidéos avec du montage, et ça permet justement l'accessibilité aux plus jeunes à ces méthodes-là et à créer justement. Donc, Je quand sais même, pas si on a le temps. un dernier mot Un dernier mot, mais justement, pour dire qu'il se passe cet plein aspect de trucs. créativité, faire du montage et tout ça, le problème qu'on peut poser peut-être en ouverture, c'est la question des droits d'auteur, puisque Ouais. tu dis faire des montages avec des matchs de foot, mais est-ce que tu as les droits du match de foot pour faire ce montage-là et le partager ensuite? Pas forcément. Et il y a énormément de vols de contenu justement sur TikTok, de gens qui mettent une seule émission qui dure 52 Ouais. minutes en 43 parties sur TikTok pour faire des vues. Ça arrive. Et en plus, peut-être pour faire une ouverture sur le débat d'après, mais aussi toute la Parce que question tu de sais qu'on va l'IA. parler d'intelligence Mais artificielle. bien sûr. J'ai dit au début. Évidemment. Et justement, il y a tout l'aspect maintenant des contenus générés, pas par un l'IA, humain, mais ouais. par une intelligence artificielle qui arrive sur les réseaux sociaux. Ça, après, c'est Donc, pas un on autre va débat, voir mais- justement Bah, après. on va en débattre. Merci pour cette transition, Sylvain. C'est une vraiment super très, transition. très On l'avait sympa. préparé tous les deux. Alors, merci à vous deux. Lorenzo, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire ce que fait ta mission locale du 5 au 8 décembre? Et ben justement, je voulais finir un peu sur ça. Je te tends une C'est perche. vraiment, c'est une super perche. Donc on est au Mondial des métiers à Lyon, et on va justement parler de plein d'aspects de métiers différents. On va catégoriser ça aussi. On va notamment par exemple parler du domaine du jeu vidéo avec justement des professionnels du milieu, du sport aussi, et puis des métiers un peu moins connus. Par exemple, on va parler de sculpteurs, on va parler justement des métiers de la pierre. Donc peut-être c'est le moment de vous informer, de venir justement sur la chaîne La Bonne Idée du 5 au 8 décembre, et vous pouvez même venir au Mondial des métiers parce que c'est un accès gratuit. Alors ça se situe à Eurexpo à Lyon, si jamais vous êtes du coin, voilà, ou vous êtes de passage. Ça dure 4 jours, donc du 5 au 8, faut pas hésiter. Et vous pouvez venir découvrir plein de métiers différents, il faut juste s'inscrire sur le site et c'est gratuit. De tailleur de pierre à créateur de contenu, C'est ça. avec une grande diversité. Super. Je sais pas si je pourrais aller à Lyon, mais ça donne envie. Merci beaucoup à tous les deux. Bah, Merci Dans beaucoup à un toi. instant, notre troisième débat, on l'a dit, sur l'intelligence artificielle. Carrément. À plus. À plus. À bientôt.
Alors, c'est pas du tout la fin du live. En fait, on continue avec un troisième débat sur l'intelligence artificielle, préparé donc par des jeunes d'émissions locales dans le cadre de cette émission, des hauts et des bas, qui est préparé par l'émission locale avec Radio France, qui nous accueille aujourd'hui pour ce débat. Je me présente de nouveau, Louise Touré, je suis productrice à France Culture. J'anime des ateliers pédagogiques souvent ici. Et là, c'est un peu un format différent par rapport à l'atelier J'apprends à débattre. Je vais rien vous apprendre parce que vous savez débattre, mais je vais bien vous écouter et vous relancer et voir quels sont vos arguments, ce que vous avez un petit peu dans le ventre. J'espère qu'on aura beaucoup de contradictions pour un débat sur un sujet ultra intéressant. Malo Pelletier Bonjour. de la Seine-sur-Mer et Dorian Martora des Bouches-du-Rhône, de la mission locale Est et Tandberg, donc à Vitrolles. Exactement. Ouais, je connais cette ville. Donc on va parler de l'IA. Est-ce que c'est un grand pas pour l'humanité? Je trouve ça fou de présenter les choses comme ça. Souvent, on présente direct de manière négative. C'est très ambitieux. Je crois, Malo, que c'est toi qui vas défendre le côté un petit peu positif de l'intelligence. Moi, je soutiens le grand pas pour l'humanité. Artificielle. Mais alors, vas-y, on va commencer peut-être par la santé, parce que c'est un point sur lequel on vient souvent pour dire du bien de l'intelligence artificielle. Et on va bien t'écouter et on va voir un peu quels sont les arguments de Dorian en face de toi. On attend à fond vos commentaires sur le live Twitch. Moi, je répercute tout ce que je lis. Voilà. C'est bon aux intervenants. Je parle plus. Alors, moi, juste, oui, un grand pas pour l'humanité, j'affirme ça, parce qu'en fait, ça fait partie des avancées majeures en termes de technologie. Il y a eu différents ères. Il y a eu l'arrivée de l'électricité et surtout, moi, je pense à l'ère industrielle qui a effrayé beaucoup de monde quand ça arrivait, la construction des usines. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que c'est le début des machines? On arrive en Terminator? On n'en était peut-être pas déjà là à ce moment-là, mais ça faisait partie des inquiétudes que beaucoup de gens pouvaient ressentir. Et je trouve que l'arrivée de l'IA aujourd'hui peut ramener un peu les mêmes questionnements. On a les mêmes craintes, les mêmes peurs, peut-être sur des choses projetées différemment, mais on reste dans cette chose-là. Donc, j'ai envie de commencer par rassurer aussi et dire en quoi c'est bénéfique de façon très marquante, déjà au niveau de la santé. Pourquoi au niveau de la santé? Parce que l'IA, ça sauve des vies. Ça peut faire peur, on dirait que c'est bizarre, mais oui, ça sauve vraiment des vies. On attend l'exemple avec impatience. Alors, en fait, l'IA, ça permet aussi Pardon, je retrouve mes mots. Un peu de pression, je vous l'avoue. Ah, mais prends ton temps, on Oui, est bon, ça entre va. nous. Alors, il y a eu pas mal de... L'IA permet aussi pas... Désolé. Il y a eu pas mal de progrès grâce à l'IA au niveau des analyses et des procédés... Donc de santé au niveau des analyses des données, en fait. L'analyse des données, exactement. En fait, l'IA permet d'analyser beaucoup plus rapidement une énorme quantité de données, beaucoup plus vite que l'être humain. Ça permet quoi? Ça permet notamment sur des questions de risque d'AVC. Je pars directement dans l'exemple concret, mais il y en a plein d'autres. Quand il y a un AVC, il faut faire un diagnostic, trouver d'où est-ce que ça vient. Ça, c'est des analyses qui prennent du temps. Et grâce à l'IA, l'IA permet aux chercheurs de se concentrer sur autre chose, laisser l'analyse à l'IA. L'IA qui effectue une analyse en quelques minutes, contrairement à... Sur les données d'un individu, en fait. Sur les données d'un individu, exactement. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet que... alors, sur des données très précises, on passe de 48% des personnes qui ressortent d'un AVC avec zéro séquelle ou des séquelles très faibles à Donc l'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Le cerveau s'arrête d'être irrigué. On peut avoir des séquelles importantes au niveau des capacités cognitives. On peut aussi mourir. On n'a pas du tout envie, évidemment, d'avoir un AVC et de ne pas être sauvé. Donc l'IA peut permettre d'aider les médecins à réagir. C'est cette rapidité d'exécution ou dans un secteur qui est quand même très... pas critique, mais où il y a besoin de réactivité, il y a besoin d'être performant. L'IA va jouer ce rôle de rapidité d'exécution, de libérer la place et du temps sur d'autres phases, sur d'autres choses sur lesquelles travailler et gagner ce gain de temps. C'est intéressant que tu parles du travail parce que Dorian avait des choses à dire là-dessus. On va revenir à toi. Pendant que des gens commentent ton t-shirt,
Donc, La tu même idée. penseras à nous dire où on peut l'acheter. Mais en fin de débat, donc il va falloir attendre une demi-heure pour savoir d'où vient ce t-shirt, si on peut se le procurer, tout ça, genre un peu de teasing. Comme ça, vous restez et vous continuez à mettre des commentaires, peut-être y compris sur le sujet, mais comme vous voulez, la parole est libre. Concernant la sécurité des données et peut-être l'emploi, on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'elles te touchent, toi, ces inquiétudes sur l'intelligence artificielle? Oui, oui, plus parce que oui, l'IA, comme tu l'as dit, Malo, elle regroupe beaucoup de données. Mais des fois, il y a des personnes qui peuvent l'utiliser pour de mauvaises intentions. Et elle peut les prendre et donc en faire ce qu'elles veulent. Ça peut être des données sensibles, des données privées, des données très personnelles par rapport à des entreprises ou à des utilisateurs ou à des citoyens. Et ça peut entraîner une violation de la vie privée et des abus. Et ça peut être aussi, l'IA peut être vulnérable pour les cyberattaques, notamment pour celui de la santé, cyberattaques. On parle de santé, ce sont des données sensibles. Donc, si on sait que les hôpitaux sont attaqués aussi. Oui, les hôpitaux ont été ça attaqués dépasse un peu récemment. l'intelligence Justement, c'est artificielle. pas, ça va pas jouer là-dessus dans le sens négatif. Au contraire, grâce à l'IA, au niveau de la cybersécurité, on arrive à beaucoup plus de protection, beaucoup plus d'analyse, d'où est-ce que vient l'attaque, comment réagir, comment contrecarrer ça. Et en fait, là où on dit que l'IA permet une cyberattaque beaucoup plus vaste et sur tous les champs, c'est pareil dans l'autre sens. Et le truc de ça respecte beaucoup moins la vie privée. Aujourd'hui, tout le monde accepte tous les cookies en arrivant sur tous les sites. On est là, on poste sur les réseaux sociaux toute notre vie, que ce soit la famille ou quoi que ce soit. Je trouve que la question de vie privée, c'est une question qui est très difficile à percevoir. Où est-ce que s'arrête notre vie privée? En tout cas, sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui sait qui a accès à ça? Et je pense honnêtement pas que l'IA joue à sa défaveur. Au contraire, ça nous aide de nous protéger de façon plus large et plus vaste. Voilà. C'est intéressant. Après, on ne sait pas vraiment si ce ne sont pas aussi les promoteurs, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière tout ça. Oui, parce que quand tu nous parles de cookies, c'est bien évidemment pour tout ce qui est les marques. Bien évidemment sur les sites, commerciaux. Sur des sites commerciaux. Et normalement, c'est le travail des community managers de faire ce boulot-là. Donc, au niveau de la protection des cookies sur les sites, les cookies, ça appartient à chaque entreprise sur son site internet peut proposer des cookies, peut accéder à telle information. Dans les informations de la liste des cookies, il nous dit... Mais on sait très bien aussi qu'il y a des techniques pour nous faire accepter parce que ça va plus vite, machin, et que sinon... Oui, mais c'est ça, c'est que déjà à ce moment-là, notre vie privée n'est pas forcément respectée, ou alors on n'a pas conscience de tout ce qu'on partage, sans même parler de cyberattaque. Et qui peut devenir aussi un matériel, parce que les données, c'est du matériel pour beaucoup de systèmes d'information sur Twitter, sur les réseaux, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Twitter, et pour des entreprises voilà, qui vont parfois générer du profit par rapport à ça. Mais alors, tu voulais parler d'écologie, ça m'a énormément surpris. Parce qu'on dit que ça consomme énormément d'énergie, en fait, le fonctionnement de l'IA, comment dire que ça peut aussi apporter des gains en termes de protection de l'environnement? Alors, ça reste tout de même un atout majeur pour l'écologie, parce que même si c'est une technologie très gourmande, l'efficacité et la productivité qu'on peut en sortir grâce à cette IA, grâce à l'IA, elle est supérieure à ce que ça consomme. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'IA, on va pouvoir on va optimiser les systèmes, trouver la meilleure façon de produire et où justement de ne pas consommer quand on n'a pas besoin de consommer. C'est notamment sur les centrales électriques, sur les transports, ça peut être Donc un peu sur toutes les plateformes. C'est ça, c'est trouver la meilleure façon grâce à l'IA d'optimiser nos productions d'eau, d'électricité, de toutes les ressources, du transport. En fait, ça peut s'étendre sur tout, c'est vraiment utiliser l'IA dans l'optimisation afin de produire un minimum et de consommer uniquement ce qu'on a besoin. Oui. Ça, on pense qu'on sait le faire aujourd'hui, mais
on y arrive à une petite échelle. L'IA va pouvoir permettre d'aller dans la précision et l'optimisation au maximum. On a hâte de voir ce qui va se passer, en tout cas sur cette optimisation. Mais alors, ce que ça permet d'optimiser aussi, c'est le travail humain. Et si on l'optimise, ça fait qu'on a moins besoin de travail humain. Et une des craintes qu'on a avec l'IA, c'est la perte d'emploi massive dans plein de secteurs de l'économie. Justement, en parlant d'emploi, l'IA menace les emplois manuels et répétitifs. Par exemple, les travails à la chaîne dans les usines ou alors les travails avec des charges lourdes où il y a la pénibilité qui rentre en jeu. Pourquoi l'IA les menace, cela? Parce que les personnes qui n'ont pas les études pour faire des travaux plus des qualifiés, travaux plus qualifiés et qu'ils doivent vivre avec ce métier-là qui est plus physique, il sera remplacé par l'IA qui sera plus productif. Avec des robots, sur les métiers, sur les métiers assez répétitifs, assez pénibles, effectivement, il y a l'IA qui peut faire pas mal de choses. C'est pas forcément un inconvénient. Au contraire, tous ces métiers qui sont pénibles, qu'on fait pour subsister, c'est des métiers qu'on va remplacer par l'IA. Mais du coup, il y a l'IA qui arrive, nouvelles technologies, donc nouveaux emplois. Mais c'est pas les mêmes personnes en fait, les gens pas qualifiés, les gens très qualifiés. C'est par rapport aux différentes catégories sociaux. Parce que si une personne qualifiée a plus de chances voilà. Mais en même temps, on sait que l'IA, parce qu'elle est capable de rédiger des textes, va remplacer un certain nombre d'emplois intermédiaires où justement, par exemple, en comptabilité, il y a des tâches un peu répétitives. Mais sur les... Je me permets, hein, mais sur les travaux, par exemple, de manutention, les caristes, tout ça, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est toujours des gens qui les font. Par contre, ils sont guidés par des IA et ils travaillent avec des machines qui leur disent d'effectuer telle ou telle tâche, ce qui rajoute peut-être en pénibilité. En fait, c'est plus dans le côté théorique. Il nous donne les ordres, il nous donne les tâches directives à faire. Par contre, pour la pratique, il nous reste encore la main-d'œuvre humaine qui crée et qui Mais font, dans ce cas-là, ça devient plus un problème. Si effectivement tous les trucs répétitifs, on le remplace par l'IA, on perd des postes, on crée de nouveaux postes. C'est pas forcément des trucs avec des hautes qualifications. On peut faire de simples petites formations pour justement, au lieu de utiliser tel ou tel outil, on va utiliser l'IA comme outil. Il va falloir faire de la maintenance, oui, mais il va falloir gérer tout ça. Il y a bien quelqu'un qui va déplacer les colis dans un hangar. Et ben donc, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ces postes-là. Au contraire, ces postes-là peuvent être aidés par la machine, comme tu le disais tout à l'heure. C'est intéressant qu'on soit parti dans cette direction parce que ce qu'on dit beaucoup de l'IA, c'est quand même que ça va nous empêcher de réfléchir, comme on peut obtenir comme ça par exemple, on l'utilise souvent dans les devoirs scolaires, un plan déjà structuré. Et c'est un commentaire que j'ai. Voilà, on ne va plus réfléchir par nous-mêmes, on va perdre notre esprit critique puisqu'on va avoir des trucs tout faits qui sortent comme ça assez rapidement. Oui, voilà, c'est ça. Ça ne stimule pas notre intelligence et comment réfléchir à d'autres solutions alternatives sans passer par une aide précieuse qui est l'IA. Donc, non, c'est... Mais ça pourrait être aussi une question d'éducation. C'est ce que j'allais dire. Je pense que ça peut fonctionner qu'un temps. Au bout d'un moment, si tout le monde se fait tout faire par l'IA, on arrive sur quelque chose de très similaire. Il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus de créativité. Et là, c'est la nouveauté, c'est l'IA, on découvre ça, on peut faire ça. Maintenant, aujourd'hui, des personnes qui utilisent régulièrement l'IA et qui sont capables en 2 secondes, sans avoir utilisé d'autres machines ou détecteurs, de capter que ça a été fait par une IA. On le remarque tout de suite. Par contre, dans le côté apprentissage, créativité, ça apporte vraiment quelque chose dans le sens où tu n'as une passion. Enfin, en quoi tu as envie de découvrir une nouvelle passion. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le dessin, ça peut être la musique. J'ai envie d'apprendre à dessiner. Par contre, il n'y a pas de cours de haut dessin à côté de chez moi. Il n'y a pas d'établissement qui font ça. Ou alors, moi, j'ai pas les sous, j'ai pas le salaire pour me prendre des cours de dessin. Et l'IA te permet d'apprendre sans avoir à sortir de chez toi, sans avoir dépensé des sous, à obtenir des bases. Je parle bien de bases et pas de compétences
hyper compliqué, encore que pour le plus tard, pour le futur, on ne sait pas, mais de découvrir petit à petit, pas à pas, comme si on avait un coach personnel qui nous apprenait tout ça. Parce qu'elle va s'ajuster à ce que tu sais pas de C'est manière ça. plus C'est fine. là où c'est important. Oui, exactement. Il faut en fait, faut bien communiquer avec. Parce que là, je parle du coup vraiment d'IA conversationnelle, hein. Mm. Mais si on communique correctement, qu'on se décrit, je vais prendre un exemple, perso. Je travaillais, je devais faire une fiche de projet. J'avais un Ouais. projet à réaliser. On m'a demandé de faire une fiche projet. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas comment faire. J'ai vaguement une idée, j'en ai déjà vu, mais je ne sais pas le faire. Mhm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'expliquer déjà, on commence par les bases. Bon, voilà, je lui explique qui je suis, ce que je souhaite faire. Euh, voilà, je m'appelle Malo, je travaille là-dedans, il faut que je fasse une fiche projet, cependant je ne sais pas du tout faire ça. J'aimerais que tu m'apprennes à le faire. Donc déjà, peux-tu m'expliquer ce qu'une fiche atelier? Ok. Moi j'ai une idée en tête de mon projet, mais c'est un gros sac de nœuds. J'aimerais bien qu'on y arrive à le démêler. Donc je demande pas à l'IA de le faire à ma place. Et c'est là où c'est important de distinguer les deux. Parce je pourrais très bien lui dire, fais-moi une fiche de projet de tel truc, il me génère un truc bateau, et c'est pas. Il y a plus côté naturel, il y a plus côté créatif. Donc moi j'ai mon sac de nœuds, je lui dis j'aimerais faire une fiche projet. Qu'est-ce qu'une fiche projet? Ok. Quelles sont les différentes étapes, clés pour construire une fiche projet? Hop, il me liste ça, donc je commence un peu à comprendre ce que c'est. Et j'ai mon idée en tête, j'aimerais la poser et la mettre au propre. Est-ce que tu peux me lister une trentaine de questions auxquelles répondre pour structurer mes propos, structurer mes idées et pour pouvoir le poser sur le papier? Donc là, il m'a fait une trentaine de questions. J'ai pris 2 heures pour tout répondre. Ça m'a permis, moi, de mettre au clair les idées que j'avais, de poser, de comprendre et de réaliser qu'en fait, j'avais des idées que je pensais plutôt bien qui ne le sont pas du tout. Et à l'inverse, des idées que je trouvais géniales, C'est bien d'avoir un avec exemple concret comme ça. m'ont apporté plein d'axes d'amélioration, dans le sens où quand je voyais la question, je disais effectivement, moi je trouvais que ça sonnait bien, mais ça répond pas complètement à ce qu'on peut attendre ou Donc qui est nécessaire ça là-dedans. te pousse à réfléchir Ça me pousse à davantage. travailler et à oui, poser au propre et comprendre ce que j'avais en tête. Je pensais comprendre et savoir ce que je pensais, en fait non, ça m'a permis aussi de poser et de mieux comprendre ça. Dorian, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que je trouve que c'est un peu la facilité de poser des questions à l'IA. Là où Et il y a la ouais, facilité, c'est la quand tu lui dis facilité, de ouais. faire à ta place. Moi, c'est C'est pas ça. du tout ce que je dis. Là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Si on commence à faire à la place d'eux, c'est plus un projet perso. Mais il faut déjà avoir un bon esprit critique alors. Mais c'est pour ça peut se travailler aussi. Tu peux travailler ton esprit critique avec une IA conversationnelle. Toi, ça te fait peur, cette dimension? Ouais, ça me fait un peu peur parce que je trouve pas le côté humain dans l'IA, moi. Parce qu'en fait, il n'y a pas les émotions, il n'y a pas l'empathie, il n'y a pas le discernement humain. Et en fait, on a besoin de contenu. Il faut que quelqu'un donne du contenu à l'IA pour qu'elle existe. Et donc, s'il y a personne derrière, donc du coup, On elle ne ne sait peut pas pas s'il y a exister. alors complètement personne derrière, parce que bon, il y a quand même des réglages qui sont Il y a produits. plein de Pour, gens qui travaillent d'ailleurs, dessus. on le voit sur Oui. ChatGPT maintenant, il y a beaucoup d'alertes sur dire bah voilà, nos informations ne sont pas fiables. Si on vous met des données, vérifiez-les. Il y a des dysfonctionnements, il y a C'est des assez fois intéressant qu'ils le disent eux-mêmes. des informations sont erronées ou alors elles sont un peu Mais tu mal. posais, Dorian, la question voilà, de la place de l'humain, du discernement, mais on peut aussi se demander, c'est une question qui est là sur le chat, avec la propriété intellectuelle. Donc, à qui appartiennent les contenus générés comme ça par l'IA, même s'ils sont modifiés par nous? Est-ce que ce sont les nôtres? Donc, c'est une question juridique, mais c'est peut-être aussi une question morale. En fait, je pense que ça dépend aussi d'à quel point ça a été fait par l'IA ou pas. Si c'est vraiment juste une image générée parce qu'on avait cette idée-là en tête, qu'on lui a dit fais cette image-là, qu'il l'a fait, effectivement, je trouve qu'on ressent pas le côté personnel. Là, Oui, bien sûr. là pour le coup, je suis Oui. d'accord. C'est là où il faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait. Et puis, dans ces cas-là, quand c'est des images de ce style-là, c'est pas cette image a été faite par cette personne. Cette image a été générée par IA. Ça peut créer des malentendus ou des mensonges parce que si on fait une image créée uniquement par l'IA et qu'on dit oui, je l'ai fait de mes propres mains,
ce n'est pas véridique. Alors, Oui, en même temps, pour l'instant, on voit un peu ce qui se passe. On arrive à comprendre quand les images ont été créées, ça se repère. Ça se ça se repère de repère moins en par moins. de la Mais color. de moins en moins, ouais, ça va très vite de toute façon. Tu voulais parler, on s'approche de la fin, tout doucement, mais tu voulais parler d'un sujet qui me semble important. Dorian, c'est la discrimination. Oui, moi je voulais parler de la discrimination, notamment quand on demande à une intelligence artificielle, peux-tu représenter, je sais pas, Paris par exemple? Et ben, on aura tout le temps le cliché, la moustache, le béret, le foulard. Bah, on n'a pas besoin de l'IA pour ça, il suffit de regarder Emily in Paris. Non, non mais ouais, mais ça reste un peu cliché et c'est pas représentatif du Paris qu'on connaît d'aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu dommage parce que ça reste un peu dans une génération avec plein de clichés. Mhm. Et en fait, ça apporte des discriminations, Donc, une vision ça un peu. ignore la diversité. Oui, ça manque un peu de diversité et de modernité dans Finalement, dans leur production. ça réitère souvent les réponses les plus courantes. Donc, C'est ça, Voilà. je crois que je vois notamment, parce que j'avais vu un exemple comme ça où en fait ils avaient demandé de sélectionner tant de CV et inconsciemment l'IA qui se sert des réponses les plus populaires, celle qui marche le mieux, avait sélectionné le profil pour elle un CV en France. reproduit en fait les Oui, elle discriminations. reproduit les Avec des discriminations. reproduits parce qu'elle récupère Oui, les par sources. Exactement. exemple, oui, si on mettait, oui, faites-moi une tradition africaine, par exemple, et ben voilà quoi, je sais pas si je peux le dire. On va dans les clichés. Ouais, voilà, on va dans les clichés purs et durs et voilà quoi, c'est un peu dommage et c'est un peu vexant quoi. C'est là où c'est même plus que vexant et je suis complètement d'accord avec toi là, sur ça. C'est là où c'est important aussi d'avoir un regard sur ça, de développer ça de façon correcte. C'est-à-dire que ne pas laisser ça entre la main de telle ou telle personne, mais vraiment d'en parler, de développer. On est d'accord, l'IA, c'est une nouveauté, c'est les débuts, on est dans les prémices. J'imagine pas comment ça va être d'ici dizaines ou centaines d'années. Centaines d'années, oui, on n'imagine pas effectivement. C'est très, même d'ici 5 ans, 10 ans. même 10 ans, 5 ans, 10 ans, il y a des technologies qui vont arriver, on n'en a pas conscience. Dans le sens, tout ça pour dire que si on commence à en avoir peur, à dire non, il faut pas investir là-dedans, il faut pas le développer, ça sera jamais pas fait à 0%. Il y aura toujours quelques personnes qui continueront de développer ça, mais ce sera plus du grand public, ce sera plus tous les États qui le font. Dans le sens où si ça devient du petit secteur privé, là on peut vite arriver dans la dérive ou dans le non-contrôle. Si c'est géré au niveau mondial, qu'on surveille, qu'on voit comment c'est développé, qu'on en discute, qu'on en parle, c'est comme ça qu'on peut évoluer dans le bon sens et avec un certain contrôle. Donc effectivement, il ne faut pas faire un sprint. On peut marcher vite, en faisant attention, on regarde, en développant petit à petit, en regardant, en relevant, en soulevant les points, comme tu disais là, pour voir là où est-ce que ça pêche, comment l'améliorer, et tous ensemble, aller vers une IA qui sera de plus en plus performante et bénéfique pour tout le monde. Ça pose des grandes questions d'éducation et puis des grandes questions de il faut faire un dosage entre l'utilisation et le fait qu'on a une application nous-mêmes dans peu importe la tâche qu'on fait. Donc oui, c'est... Bon, on va s'arrêter là-dessus pendant qu'il y a une discussion parallèle sur les t-shirts et si on peut les trouver, mais apparemment le stock est épuisé. Donc, rupture de stock. J'organise bientôt un débat sur la question dans le prochain atelier, d'émission Twitch, la bonne idée. Radio France, merci beaucoup. C'est pas un sujet facile, hein, l'IA. Ouais, franchement. C'était quand même assez compliqué. Camille, parce que Merci à vous. Merci, nous avons des applaudissements. Non, mais c'est très intéressant de vous entendre argumenter. Il y a tellement de choses à dire, mais je trouve ça parfois plus riche que les débats aussi d'experts. Alors, qui sont très capés. On apprend beaucoup de choses en écoutant des experts, mais c'est intéressant d'avoir vraiment, et je le dis très sincèrement, vos approches sur ces questions. Et je parle des 3 questions qu'on a abordées aujourd'hui. Donc, on remercie tous les participants et également Julien Bonnecé, qui était à la technique avec Enzo Genova et Sophia, dont je n'ai pas le nom de famille. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le nom de famille de Sophia. En tout cas, merci beaucoup, Sophia.
Merci à Shakira Coligan qui est partie, qui est la responsable de la bonne idée, et à Camille Poux-Jalaguier à Radio France. Merci à la médiation culturelle de Radio France qui nous aide à organiser tout ça. Je ne suis qu'un petit élément dans cette architecture et merci à Qui a vous. servi à animer et Mais qui nous a c'est- très bien soutenu et aidé tout au Ah, long du c'est projet. sympa, Donc je vais à vraiment, la merci à pêche toi. aux compliments, en plus j'en ai. Merci beaucoup, merci à vous qui avez suivi ces débats, donc qui ont pour fonction d'apprendre à débattre et de s'apprendre des choses les uns aux autres. Moi, ça m'a donné envie de m'informer à mort sur l'IA, donc aussi merci pour C'est ça. vraiment pas un exercice facile. Ouais, non, c'est déjà que Mais ouais, c'est c'est très déjà c'est super intéressant. c'est On y c'est très reviendra. intéressant et surtout on est dans un cadre un peu Ah ben c'est un cadre différent, mais c'est ça qui populaire, est, oui, et c'est ça qui est c'est voilà sympa. quoi, c'est une radio que tout le monde entend donc Alors à bientôt pour un À nouveau bientôt. débat. Merci, Salut. au revoir. au revoir.